Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Innover en management du Cercle de l'innovation. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Émilie Ruiz et Corentin Charbonnier, que je laisserai le soin de se présenter plus avant. Et ça va envoyer des flammes puisqu'on va parler du Hellfest, mais sous un angle évidemment management, innovation, expérimentation. On s'est dit que c'était une super idée de partager tout ça avec vous. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci Albert, merci à tout le monde d'être présent. Donc on va faire très très bref pour se présenter. Donc je suis Émilie, je suis maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc en sciences de gestion et du management de l'innovation. Et je travaille entre autres sur les festivals de musique. Corentin Charbonnier, je suis docteur en anthropologie et moi je travaille sur une recherche privée sur le Metal Social Club, sur le rapport entre géants de la tech et métal, et en même temps je fais des montages d'expositions. Voilà. Du coup, on est vraiment super content de venir vous parler de festivals de musique, mais comme Albert l'a dit, dans une optique d'innovation, puisque c'est quand même le but du Cercle de l'innovation. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de montrer en partie ce qu'on peut étudier en sciences de gestion et en management de l'inno sur des festivals de musique, parce que souvent, quand on dit « Ah bah tiens, vous êtes en gestion, mais vous bossez sur les festivals, vous faites quoi exactement ?» Ça interpelle un petit peu les gens quand même. Donc on va bien sûr vous parler du Hellfest, vous vous en doutez, mais pas que. Avant ça, on a une belle introduction pour amener le métal et puis le rapport au métal. On va vous parler de RSO, responsabilité sociétale des organisations, et pour amener un petit peu le lien entre métal et écologie. Le premier point qui est assez intéressant, c'est de commencer par se dire, quand on parle de métal, on parle de quoi ? Déjà, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont peut-être certains préjugés en tête ou certains groupes qui leur viennent à l'esprit, très mainstream. En fait, le métal, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, on diffuse à l'écran, je pense pas qu'on y voit très bien, mais l'œuvre dans son intégralité est assez intéressante. Corentin a été commissaire d'exposition à la Philharmonie de Paris sur l'expo Métal en 2024. Et pendant 6 mois, et donc il a réalisé cette cartographie pour expliquer un petit peu les genres et les sous-genres de métal. Voilà, si tu veux un petit peu commenter. Globalement, ce qui nous intéressait, c'est qu'on voulait relier tous les sous-genres de métal qui existent. On a pris que les 80 principaux, parce que si vous regardez, il y en a plus de 200 aujourd'hui, et on voulait voir un peu les filiations, c'est-à-dire d'où ils viennent, comment ils sont liés les uns aux autres, en partant du blues, du rock, du classique, pour relier ensuite vers le heavy, le hard rock, et après vers les genres les plus extrêmes, donc aller vers le death, le black metal et tous les subgenres qui peuvent exister. Donc on a fait toute une map très moche, hein, très graphique, mais qui était le but au départ. Et après, on l'a fait passer dans les mains des Fortifem, qui sont nos designers et qui ont travaillé à peu près sur toutes les expos, qui l'ont rendu graphique et qu'on a rendu imprimé après à la Philharmonie de Paris pendant la durée de l'exposition 2024. Donc ce qui est intéressant de se dire, c'est quand on voit les affiches du Hellfest, oui, des fois il y a des groupes un peu plus mainstream comme Muse, mais des fois il y a des groupes qui prêtent à confusion, donc pour certains, oui, c'est bien du métal. Donc vous voyez déjà la diversité des genres. Hier on en parlait justement avec Albert, cet intérêt de catégoriser, en tout cas qu'on a retrouvé, et vous verrez pourquoi c'est important, parce qu'ensuite on verra que le rapport notamment à l'écologie, on a des sous-genres qui sont extrêmement forts et qui ont une sensibilité très forte à ça. Quand on parle de métal, on parle aussi forcément de beaucoup de préjugés. Ça, c'est intéressant de le raconter. Des préjugés, il en existe plein. Je pense que certains, peut-être ici, ont certaines images, sans parler de préjugés ou de connotations négatives, forcément. Mais on a tous des images qu'on associe à ce qu'est le métal et ce qu'on écoute du métal. Un des préjugés qu'on peut avoir, et il y a eu une histoire il y a quelque temps, peut-être qu'il pareil. Oui, en fait, il y en a pas mal de préjugés. Si on commence sur la représentation sociale, en reprenant Jodelet, on va pas s'arrêter, on est là encore demain. Là, on a pris le plus récent, on aurait pu commencer par M6, qui a traité le festival du Hellfest en 2006-2007, dans les premières vidéos que vous retrouvez sur l'INA, festival de bikers gothiques, sataniques, qui venaient habillés tout en noir, mettre le bazar dans la petite ville de Clisson, et puis 20 ans après, ils viennent « Oh, il y a une grande roue, c'est gentil, on est tous très gentils, c'est accessible ». Il y a eu un changement de regard, et là on a l'affiche du Pagan Fest. Alors c'est un peu plus récent, c'est que le Pagan Fest est venu il y a maintenant 1 an et demi à Paris, et il recevait un petit groupe qui s'appelle Tyr, qui est des îles Fairway, donc le chanteur a la bonne idée d'aller faire de la chasse à la baleine le week-end. Donc ce qui collait pas trop au principe de, comment dire, un peu écolo, et on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il y a des distensions entre certains groupes qui sont anti-écolo dans le métal pleine balle, qui vont faire des compétitions pour cramer du pétrole aux États-Unis à faire des gros nuages de fumée, et d'autres, des groupes très engagés en matière d'écologie. Donc ça se bat aussi un peu dans ces communautés métal entre ceux qui sont plutôt pour ou contre l'écologie, entre autres. Mais ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que ça a vraiment pris des proportions assez impressionnantes. Il y a des personnes qui ont appelé leur communauté respective à appeler la salle pour justement demander à déprogrammer. Il y a eu énormément de choses, des associations qui sont intervenues. Donc ça a quand même pris une proportion assez importante.
Ce qui est un peu changeant en 20 ans, c'est qu'au départ, vous aviez plutôt dans le métal, dès qu'il y avait un problème, ou en tout cas quelque chose qui scindait la communauté en deux, c'était plutôt dans la communauté, on trouvait un groupe, sous-groupe, pour prendre décision et de se dire, par exemple, on interdit un groupe de black metal qui a une tendance un peu fascisante, par exemple, ce qui a été fait au Hellfest il y a 10 ans, on interdisait ces groupes-là. Là, ce qui a été très particulier, c'est que c'est Vakita qui commence à s'en emparer, des associations locales qui commencent. Et c'est eux qui ont mis pression pour annuler les concerts qui n'a pas été annulé, puisque vous avez le communiqué du Zénith de Paris qui vous explique comme à chaque fois que de toute manière, ils louent la salle, c'est pas leur problème. Je suis un peu rapide, mais c'est typiquement la marge de défense de tout le monde. Oui, bon alors, moi j'ai toujours le problème quand on parle, alors c'est le côté socio-anthropologue qui râle, mais en fait on est toujours en train de dire que le métal est une contre-culture, et en fait quand vous commencez à parler d'une contre-culture en parlant du métal et de rapport à l'écologie, ça nous questionne réellement sur est-ce qu'on est encore contre-culturel dans le métal, sachant que nos codes sont pompés de partout. Je sais pas, on a un super bon exemple, on en parlait hier soir aussi, d'un personnage un peu puant de la scène métal qui est en train de faire un défilé de mode il y a 2-3 jours à Paris, Marilyn Manson, qui, voilà, je sais plus le nom de la marque, je suis désolé, c'est un truc absolument... Enfant, je sais plus quoi, là, ouais, c'est... Enfant riche déprimé, ouais, ça lui correspond bien en même temps. Donc on le voit aussi, notre culture métal qui était très underground il y a 40 ans, aujourd'hui, elle a popé un peu partout. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui pop à travers le monde, qui ont des engagements, qui ont des ramifications. Aujourd'hui, il faut aussi questionner ce terme qui nous colle encore de contre-culture ou de sous-culture, qui est peut-être plus aussi adapté que dans les années 90 ou au début des années 2000. Ouais, mais ce qui est intéressant de noter là-dessus aussi, c'est que cet aspect contre-culturel, il est même très contesté au sein même de la communauté, puisque venir essayer d'institutionnaliser le métal, venir essayer de le rendre accessible à tout le monde, ça fait quand même encore râler un certain nombre de personnes au sein de la communauté. Dès que, voilà, on en reparlera, mais l'exemple de Gojira aux Jeux Olympiques, par exemple, y a plein de personnes pas contentes. « Ah mais non, tout le monde va se mettre à écouter du métal maintenant, alors que c'est notre truc !» Donc c'est contesté au sein de la communauté, et pourtant, dans les faits, est-ce que c'est vraiment encore contre-culturel que d'écouter du métal ? Pas vraiment. Si on prend les études qu'on a sur le Hellfest, on va y revenir après je pense, mais on le voit, en fait le Hellfest était les 10 premières années le lieu de pèlerinage pour les métalheads, c'est-à-dire qu'il fallait écouter du métal, acheter le magazine, savoir où est-ce que c'était pour y aller, et depuis 10 ans, vous avez, je sais pas, Quotidien qui marche vachement bien pour nous faire la pub du Hellfest, et tous les grands médias, TF1, M6, qui sont allés faire des documentaires, des reportages bizarres sur le Hellfest, ça fait que ça draine un nouveau public, et dans les stats de l'année dernière qu'on a pour le Hellfest Lab, c'est 25% des gens qui viennent au Hellfest qui n'écoutent pas de métal le reste de l'année. Mais ça fait bien de venir au Hellfest, comme la Palooza ou je sais pas quel autre festival. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire de contre-culture, quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le métal a quand même plus ou moins toujours eu un lien avec l'écologie et des convictions qui ont été défendues, et ça, on l'oublie un petit peu. Je prends le relais et Alors, on va pas passer les vidéos, on n'a pas le temps, mais on vous a mis un petit QR code à la fin qui vous envoie vers la playlist, histoire de vous amuser, de découvrir des bons groupes de métal en lien avec l'écologie. En fait, quand on regarde l'histoire du métal et qu'on essaye vraiment un petit peu de prendre les grands groupes, alors on peut pas prendre tous les sous-genres ni tous les groupes de métal, parce que là, aujourd'hui, je vous donne un exemple, on est, rien qu'en Finlande, sur plus de 60 000 groupes de métal. En France, on est à peu près sur 40 000. Si vous globalisez sur l'ensemble de l'Europe, on a à peu près 800 000 formations métal, que vous pouvez retrouver sur l'encyclopédie, la Metal Encyclopédium, le Metal Codex. Vous pouvez trouver un peu de tout. Dès les années 70, on va dire qu'il y a 3 groupes fondateurs dans le métal. Vous allez avoir Deep Purple, Led Zeppelin et Black Sabbath. Led Zepp et Deep Purple ramènent un côté très heavy, qui vont poser les bases du heavy metal. Donc alors à l'époque, on parlait de rock, puis de hard rock. Le terme heavy metal est arrivé dans les années 70, beaucoup plus tardivement, et on a tout catégorisé heavy metal. Black Sabbath a posé les bases, on considère que c'est un peu le mythe fondateur, c'est pour ça que tout le monde pleure aux yeux depuis l'été dernier. Et voilà, c'était le groupe qui a cassé, qui a vraiment été à contre-courant de la culture hippie, et a même, dès les premiers albums, des chansons comme Iron Man ou War Pigs, on voit qu'on est sur une dénonciation de la guerre, une peur de nucléaire, qui va continuer à exister à travers plein d'autres groupes dans la génération suivante, avec ne serait-ce que Judas Priest qui va s'opposer au système anglais avec Breaking the Law à la fin des années 80, mais toute cette scène des années 70, on voit que le côté nucléaire est un fonds de commerce absolument énorme pour le métal, une frayeur pour les jeunes des classes populaires, puisque c'est quand même majoritairement au départ des jeunes des classes populaires de Birmingham, qui vont s'opposer à ce qui est proposé, en tout cas, ou ce qui est mis en lumière par le positionnement étatique. Aux États-Unis, ça va se développer un peu de la même façon. Alors si je vais essayer de le faire rapide, parce que sinon je vais vous faire écouter tous les groupes et on va s'y retrouver demain. Dès la fin des années 70-80, on voit que vous allez avoir d'autres ramifications. Alors là, jusque-là, on parle de rock, hard rock, heavy metal, avec
des subdivisions qui sont pas très claires. Le hard rock reste la ramification du rock, le heavy metal va arriver dès qu'on va parler de la new wave of British heavy metal dans les années 70, fin des années 70. On est vraiment sur de la catégorisation journalistique. À l'époque, vous avez 4 médias qui parlent de groupes de rock et de metal. Voilà. Et aux États-Unis et en Angleterre, vous avez rien en France. Dès les années 80, on a un sous-genre qui va s'appeler le thrash metal, qui est une version beaucoup plus énervée, qui est beaucoup plus connue aujourd'hui, puisqu'on a des groupes comme Metallica, donc ça va, Metallica c'est accessible, ça va, ça arrive à peu près remplir un Stade de France, enfin pas deux, mais ça arrive à peu près à en remplir un, au moins sur 2 dates. Aujourd'hui, ça dépassait le cap d'une musique qui était méconnue du grand public. Mais à l'époque, c'est vraiment le style très underground, la baie de Los Angeles, San Francisco, avec des groupes beaucoup plus rapides, beaucoup plus techniques, et vous allez retrouver un peu toute cette veine. C'est-à-dire, vous allez avoir au départ Metallica, 81, formation, premier album 83, mais vous allez avoir Anthrax, vous allez avoir Megadeth, vous allez avoir une quantité de groupes, et vous avez des groupes aussi en Allemagne qui arrivent. Et ça, c'est pas inintéressant, vous avez Creator qui arrive à la même époque dans le trash. Et on voit qu'à travers les textes de ces groupes-là, la peur du nucléaire, elle est vraiment prise en fond de commerce. Et en plus, elle est prise en tant qu'iconographie. Autant Black Sabbath, c'est un peu le sabbat noir des sorcières, le truc un peu mythique, un peu ésotérique, et un peu quand même pompé de la culture hippie. On voit les photos qui sont un peu... Waouh. Si vous prenez les premières photos de Queen aussi, c'est assez drôle. Et là, dans ces années-là, on voit vraiment que l'iconographie du nucléaire, elle tabasse. Vous en avez à tous les niveaux, de l'Iconos, le groupe Sodom est en train clairement de pomper, vous avez toute cette veine-là qui va aller chercher l'iconographie du nucléaire pour la dénoncer, l'horreur de la guerre, les corps en putréfaction, et en plus c'est bien parce que c'est encore un peu plus violent que la génération précédente, donc ça fait encore un peu plus peur que les premiers qui étaient arrivés, où ça dénonçait juste un petit peu, bon, on va avoir des soldats blessés. Je fais un peu très rapide. Et vous avez un label qui est très important, qui n'existe plus sous ce logo-là depuis maintenant 4 ans, mais qui est Nuclear Blast, où là vous avez carrément le logo nucléaire derrière, c'est Nuclear Blast, et c'est l'écurie métal par excellence des groupes de death, trash et un peu de black metal. On se retrouve vers une évolution hyper importante, et sur la fin des années 80, vous allez avoir ce rapport au nucléaire qui devient une dénonciation et qui va permettre d'aborder les thématiques de fin du monde. Et là, vous allez avoir des groupes bien obscurs dans le death metal, et dans le brutal death metal, et là, alors là, on peut pas mettre trop les pochettes, parce qu'on n'est peut-être pas prêt à 9h30 du matin à avoir des pochettes de brutal death metal, où il y a vraiment du corps en putréfaction de tous les côtés, où je vous conseille des groupes comme Aborted, Cannibal Corpse, ils sont assez riches en couleurs, on va dire, pour les pochettes, et vous avez toute la scène death et black, où là, clairement, on est sur une sorte de côté un peu bizarre. Les scénarios apocalyptiques, qui vont finir par se baser sur fin du monde, et du côté fin du monde, on va aller vers est-ce qu'on va faire pire ou différent. Donc il y a une partie de la scène qui va redevenir un peu plus calme, et une partie de la scène qui va être encore plus dans l'extrême pour dénoncer ce qui se joue. Sur les mêmes époques, vous avez aussi le hardcore, qui est un côté très underground, qui vient plutôt de la scène américaine, punk américaine, et là vous allez retrouver, alors je vous ai mis une quantité de groupes astronomiques, mais vous allez retrouver les Dead Kennedys, Suicidal Tendencies, qui est un groupe américain qui est relativement encore bien implanté et qui joue toujours. Il faut savoir que nos groupes jouent encore 50 ans après, dans la grande majorité des cas. Il n'y a que Kiss qui a pris sa retraite, mais en même temps ça fait un paquet de temps que ça jouait plus vraiment. Bon, Black Sabbath, bon, il y en a un de moins, ça va être un peu plus compliqué. Assez décent d'en parler, à mon avis, il leur reste plus de grands jeux. Ça sent la fin, hein. Le passage-remplaçage par Axl Rose, c'était quand même pas bon. Non, c'était compliqué. Et on voit aussi que les premières formes d'engagement des groupes de métal, c'est de se produire avec des groupes qui ne sont pas des groupes de métal. Vous avez Live Aid en 85, où vous avez Ozzy qui va se produire. Et c'est là aussi où on voit une distinction entre nous, en France, et les pays anglo-saxons, c'est que ces groupes, dans les pays anglo-saxons, vont se produire avec des groupes de pop, avec des groupes de rock. À la même époque, vous avez Run DMC qui fait un feat avec Aerosmith. En France, c'est quelque chose qui est improbable. Les années 80 françaises, vous avez 3 groupes qui jouent au fond d'une cave. Metallica joue à Clermont-Ferrand. Slayer joue à Limoges. Bon, je vous laisse aller chercher une date aujourd'hui, depuis 20 ans à peu près, de ce genre de groupe dans ces villes. C'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment resté une petite scène en émergence. Et on voit que les différents courants du métal, certains vont se prononcer plutôt sur les classes populaires, c'est le cas du hardcore, sur la peur de partir au front aussi pour les classes populaires hardcore, et de l'autre côté, on va avoir un fonctionnement beaucoup plus travaillé, ça va être de parler de ce rapport écologique. Et les ramifications plus extrêmes, eux, vont carrément aller vers le death metal, fin du monde. Je fais simple, fin du monde, tout ce qui est horrible, c'est le death metal. Et musicalement, le death metal a 2 ramifications, une qui va être brutale, une qui va être dite mélodique. Si vous écoutez pas de métal, vous allez chercher la mélodie quand même, mais c'est intéressant à savoir. Et de l'autre côté, on a une veine super américaine, c'est le black metal qui arrive directement par la Norvège. C'est né en Angleterre avec un groupe qui s'appelle Venom, qui a créé le titre black metal. Ça donnait un peu l'option de faire du black metal. Et après, vous avez la deuxième vague, qui est la vague norvégienne.
qui est un peu plus connu parce que ça a fait à peu près tous les faits divers entre un gars qui s'est fait sauter la cervelle qui a servi de pochette d'album, le deuxième qui a buté un gars, et ainsi de suite. Bon, bref. 3 faits divers, on parle de 20 personnes. Hein. C'est pas non plus très représentatif de l'ensemble de la scène. Par contre, dans le black metal, le recours vers la nature est hyper important parce que le fond de commerce, c'est le satanisme ou le retour à l'époque pré-chrétienne. On veut plus des grandes religions monothéistes, donc on retourne avant, et le retour à avant, c'est... je pense qu'il faudrait... Je vous conseille le clip d'Immortal que j'ai mis à la fin, hein, Call of the Winter Moon, où les mecs se sont filmés dans avec du corpse paint, donc un maquillage blanc et noir, dans une forêt, et c'est un hymne à la forêt, avec un son horrible. On n'a pas le temps de le passer, c'est dommage, on aurait pu s'amuser. Sauf que cette scène-là, black metal, va nous emmener à d'autres formes de ramifications, et le côté black metal de se dire ouais, on va retourner vers la nature, des époques qui préexistent, on se rend compte que la scène black metal va influencer les scènes dites traditionnelles. Vous allez avoir 2 aspects. Un groupe qui est au Brésil, qui s'appelle Sepultura à la fin des années 80, qui va ramener des percussions brésiliennes et faire une sorte de métal hybride avec de la percu brésilienne en ramenant leur culture locale dans le métal, ce qui va donner toute une scène où tout le monde ramène un peu sa culture locale dans le métal, ce qu'on appellera vulgairement du pagan, pour faire très rapide, et j'ai pas le temps de faire tous les sous-genres, mais c'est intéressant parce que là, du coup, le recours aux cultures tribales va transparaître dans le métal. Elouvé ici, qui va nous ramener violon, harpe, et nous faire une reprise de la jument de Michaud. Vous avez même une reprise de Trimatolode version métal fait par Elouvé ici. Je vous conseille d'écouter un jour si vous aimez de la musique celtique. Et de l'autre côté, vous allez avoir des groupes qui vont tenter de vraiment aller vraiment dans un côté hyper folk. Et là, le retour à la nature est partout. D'ailleurs, on ne sait même plus si c'est vraiment du métal à la sortie. Je vous ai mis Corpiclani, où là, ça ressemble à de la musique traditionnelle d'Europe de l'Est. Vous allez des trucs à la Fintroll, où ça mixe un peu du métal avec de la culture traditionnelle. Et là, on voit bien que la nature prend le pas comme source d'inspiration dans le métal et comme iconographie dans le métal. Donc vous allez retrouver de l'iconographie très hippie, en fait, entre guillemets. Hippie modernisé. Donc on voit une sorte de recours. Je spoil. Alors, fin des années 80, début 90, modernisation des scènes et des enjeux, vous avez plein de sous-genres, le métal devient très populaire. Faut pas oublier que les années 80, si nous, ça nous paraît un truc où il y a personne, aux États-Unis, ça remplit des stades. Vous avez des styles absolument bizarres qui s'appellent le glam metal et le hard FM, qui est fait pour passer à la radio, c'est propulsé par des majors. Donc vous allez vous retrouver avec des Twisted Sister, les Guns, Motley Crue. Non, Motley Crue, c'est notre groupe à problème déjà, c'est le premier groupe à problème de notre scène. Faut pas. Et dès les années 90, on voit qu'il y a des groupes qui s'engagent. Rage Against the Machine. Alors, on n'a pas attendu que Besancenot en parle sur les médias comme la semaine dernière. Ça a quand même tué tout le monde. On ne l'attendait pas là. Ils jouent devant le Congrès démocrate pour protester. On est vraiment sur de l'action, du concert pirate fait n'importe où, à Wall Street. Ça devait être fait avec Michael Moore. Et vous allez avoir une scène new metal qui apparaît avec des marques. Et là, on voit qu'il y a du sponsoring dans le métal avec Puma qui endorse des groupes, et ça passe sur MTV, donc il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Et on a une scène qui va soit avoir moins d'engagement, qui va être un peu plus grand public, surtout aux États-Unis, et une scène très engagée dans des sous-genres. On peut citer System, hein, l'engagement est loin maintenant avec System, hein, ça remplit des stades, mais au départ avait des idées. Body Count, qui est un groupe afro-américain qui clairement est sur les dénonciations des violences policières et qui sont toujours 20 ans après. Ils ont encore fait des chansons il n'y a pas longtemps sur les différents petits problèmes racistes aux États-Unis, donc ça dénonce bien. En France, on oublie souvent qu'avant de parler des mouvances comme More Woman on Stage, où on parlait vraiment de la pression sur les femmes dans cette scène-là, vous avez un groupe comme le Fofora qui va dénoncer déjà le RN, enfin à l'époque le FN, dès 94, en parlant des points de détail de l'histoire, si vous avez la ref, et juste après, dans le même album, va balancer directement une chanson qui s'appelle Macho Blues, qui dénonce les victimes d'inceste. Donc on est en 96 au niveau d'une sortie d'album, c'est quand même très en avance par rapport à ce qu'on a pu connaître ailleurs. Sur la fin des années 90, début 2000, on a ce qu'on appelle le néopaganisme et toutes les variantes du death metal qui apparaissent. Alors là, c'est clairement, on part dans un truc très spécifique, c'est-à-dire que le métal devient pratiquement de la musique folklorique, musique du monde. Quand je dis musique du monde, c'est même pas de blague, c'est qu'aujourd'hui nos groupes de métal qui sont dans cette veine-là jouent dans des festivals de musique du monde dans n'importe quel pays du monde. J'aurais même pu citer un groupe togolais qui vient de jouer à Oslo comme musique du monde parce qu'ils font du métal avec des percus africaines. Vous avez entre autres, alors je vous ai mis 2-3 noms, mais Mircourt, c'est hyper intéressant, c'est des gens qui sont issus de la scène black metal, dans le néo-folk. Ils viennent tous du black, et en fait, à force de faire du black metal très obscur, ils sont allés vraiment vers le côté folk. Mircourt est une chanteuse qui fait aujourd'hui du folk metal, mais qui vient de la scène black. Dans le death, on est vraiment sur un retour à ce qu'ils appellent du winter death metal. Donc on fait du death metal d'hiver perdu dans la forêt.
Wolfart avait allé tourner son clip sur les cascades en Islande il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'aurais pu vous en balancer quelques-uns. Et on se rend compte que là, on est vraiment sur des nouvelles phases. Vous avez des groupes comme Elung où le rapport à la nature est très prédominant. Alors, je vous ai sorti une photo qui est un peu iconique, elle date de 2015 au Hellfest. À l'époque, ils avaient encore des bois de cerf sur la tête, et des petits os pour taper dessus, qu'ils ne peuvent plus utiliser en tournée à cause des législations pour voyager. Donc, ils ont toujours les tenues traditionnelles, mais on n'a plus le droit d'avoir des os dans son sac de voyage. Ça passe plus. Là, c'est logique, du coup. Par contre, on est en train de vivre une expérience limite ritualisante. Alors, ils nous en ont fait un rituel, mais même un concert de Elung, vous êtes un rituel avec les gens qui s'assoient, distribution de médailles, petites boissons. On n'est pas loin du truc un peu sectaire, si on ne connaît pas. Et on a un retour vraiment au tribal et au primitif. Le retour à la nature, il passe par ce côté très primitif, avec des lieux. D'ailleurs, vous avez un super festival à côté de Paris qui s'appelle le Carnounos, où on est vraiment sur un retour sur ce côté très tribal. Alors que de l'autre côté, on est sur des scènes hyper modernes qui vont s'appeler le deathcore et le metalcore, où eux, clairement, il y a une autre forme d'engagement, ils s'engagent avec des associations. Je vous en ai mis deux, je vous ai mis Architects, qui est un peu plus moderne, et je vous ai mis Parkway Drive, qui est un peu plus ancien. Parkway Drive, ils avaient fait un album entier où c'était que des vidéos de comment on bousille le pays avec des centrales nucléaires qui polluent, des déchets qui sont relâchés dans la nature. Ils en ont fait des clips entiers, et je les ai pris parce qu'en plus, ils sont tous les deux ambassadeurs, les deux chanteurs sont ambassadeurs de Sea Shepherd. Sea Shepherd qui a été principalement la première association à s'engager dans le métal et à faire du lien avec le métal. J'y reviens dans 2 secondes. Tu veux parler de Gojira ? Ouais, un exemple, on va pas trop étayer dessus parce que je pense que tout le monde le connaît, c'est l'exemple de Gojira quand même, qui aujourd'hui est un groupe emblématique qui a été aussi propulsé par les Jeux Olympiques. Bon, bah voilà, Gojira, par essence même, c'est un groupe fortement engagé sur ces questions, notamment environnementales. À la base, c'est un groupe qui s'appelait Godzilla, donc Gojira, c'est la version un peu japonisante de Godzilla. C'est la version prononcée à la japonaise. On retrouve, alors là tu pourras encore en parler certainement plus que moi, mais dans l'iconographie on retrouve leur album The Link avec un arbre dessus qui est relativement connu, enfin la pochette est relativement connue. Ils ont tout un album, mais ils ont aussi toute une iconographie autour des baleines. Alors il n'y a pas longtemps tout le monde en a parlé parce que Julien Doré avait loué les fameuses baleines, enfin voulait louer les baleines que Gojira avait. Non, c'est lui qui les avait au départ. Il les avait au départ. Donc en tout cas, mais c'est là qu'on s'est mis à parler de Gojira et de ses baleines, alors qu'en fait l'album est... Mais c'est qu'elle chante des baleines dessus. Oui, chante des baleines dessus. Mais en tout cas, voilà, on en a parlé dans le grand public parce que je viens d'orer quand même. Il y a énormément de chansons en fait qui traitent vraiment des urgences climatiques. Donc ça, on le retrouve, c'est vraiment un leitmotiv de tout ce qu'on va retrouver. Ils ont un album Fortitude avec la chanson Amazonia dessus aussi. Il y avait eu une levée de fonds. Il y a une levée de fonds qui a été faite avec une trentaine d'œuvres d'artistes qui ont été mises à disposition pour être vendues. Et en fait, c'était une sorte de mise aux enchères pour récolter de l'argent pour les tribus amérindiennes au Brésil, pour sauvegarder leur patrimoine et sauvegarder leur forêt. Et voilà, on les a vus au JO, bien sûr. Et puis quand il y a eu, on parlait de Sea Shepherd, tout le monde a entendu parler de Paul Watson. Gojira était extrêmement, notamment un des membres de Gojira était extrêmement impliqué dans la libération. Voilà, si des fois ça vous intéresse, nous avons rédigé un petit The Conversation qui a été pas mal lu, que vous pouvez trouver pour l'engagement de Gojira. Voilà. Là, ok. Vas-y. Sea Shepherd, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas si tout le monde connaît un peu l'histoire de Sea Shepherd, mais globalement, c'est un mec qui était chez Greenpeace, il a trouvé que c'était pas assez radical, il a créé Sea Shepherd. Voilà, du style, avec de l'action un petit peu plus, violente, on va dire, au point de faire péter des bateaux dans le port de Reykjavik en Islande pour les empêcher d'aller chasser la baleine. Ça fait vraiment écho à comment fonctionne la scène métal, à vouloir aller un peu dans le côté un peu extrême et un peu lutter contre à n'importe quel prix. Et dès le départ, en fait, Sea Shepherd s'est retrouvé à intervenir à être invité pour poser un stand sur des concerts de métal, et ça a commencé à faire sens. Ils ont commencé à prendre des ambassadeurs dans tous les grands pays européens où il y a des groupes de métal, avec soit de la levée de fonds, soit la présence de stands, soit des t-shirts collector. Je crois que c'est Evan Schulburn, donc je vous ai mis les extraits de clips au-dessus qui sont hyper intéressants, My Heart with My Ocean, où ils ont fait carrément un t-shirt collector Sea Shepherd, Evan Schulburn, et ils reversent les fonds à Sea Shepherd, et on voit qu'il y a une forme d'engagement. Le côté radical du métal se retrouve dans la radicalité de Sea Shepherd depuis une vingtaine d'années. Et le fonctionnement est plutôt assez simple, parce que c'est vrai que par exemple Greenpeace on les voit plus jamais dans les concerts de métal, mais la radicalité de Sea Shepherd ça parle, en plus il y a une iconographie pirate, ça colle bien à ce qu'on appelle le pirate métal chez nous. Il y a un engagement qui est assez atypique, et le fonctionnement d'ambassadeurs avec des groupes internationaux très puissants, avec des énormes basses fans dans tous les pays, leur permet
de se faire connaître, de faire entendre le message, de récolter des fonds, puisque concrètement le suite à 65 €, on est tous d'accord qu'il coûte que 20 € la prod. Bon, désolé, je casse un peu le mythe, mais un t-shirt ça coûte 10 balles et un sweat ça coûte 20 balles en prod, donc ça veut dire que ça récolte un maximum de fonds aussi pour ces associations, et la présence sur les stands ou sur les grands festivals, puisqu'ils sont aujourd'hui partenaires d'une dizaine de festivals en Europe, leur permet d'avoir une certaine forme de reconnaissance dans la communauté. Avec beaucoup d'artistes qui vont faire comme d'hab, porter les t-shirts, etc. Mais effectivement, on se retrouve sur les mécanismes de radicalité, je veux dire, les concerts pirates dans les concerts de métal, on est issu des radios pirates où on diffusait à 4h du mat, des concerts un peu obscurs, en tout bien tout honneur, je parle pas des concerts à côté de Lyon, désolé, mais y a des concerts quand même plutôt qui se font un peu do it yourself. Le côté do it yourself de Sea Shepherd se retrouve dans la culture métal et dans les modalités d'action. Et je te balance. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est de schématiser. C'est si on devait vraiment récap un peu l'histoire du métal, c'est qu'on va avoir la thématique qui sert au départ, qui est dénoncée. Elle va être vraiment dans un rapport à la dénonciation et un début de rapport à la nature dès les années 90 à 2000. On va être dans la dénonciation et la pensée à l'action dès les années 2000, et on voit vraiment que sur la fin des années 2000, début 2010, on est vraiment sur des modalités d'action. Donc on a parlé d'Amazonia, on aurait pu parler d'Elung qui reverse 1 € par place de concert à Savage Lands, donc une ONG, des petites actions ponctuelles qui vont exister, et je vous ai retracé des sous-genres, parce que tous les sous-genres ne travaillent pas de la même façon. Et voilà. Bon, on a mis quelques questions qu'on laissera peut-être dans les slides. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille vraiment sur les festivals de métal. Aujourd'hui, quand on consomme de la musique, une partie de notre consommation, ça reste le concert, le live et donc le festival. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Grosso modo, dans les festivals de métal en France, donc ça fait vraiment partie du paysage culturel français, on a des festivals qui existent en termes de métal depuis les années 80-90, et puis on a eu l'énorme exemple du Hellfest, qui aujourd'hui est très mainstream. Comme tu l'as dit, les médias en parlent, des médias grand public, donc ça reste relativement connu. Et puis on a un autre festival quand même assez emblématique en Bretagne, le Motocultor, sur lequel on travaille aussi, avec d'autres collègues, notamment de Caen. Sur la dernière décennie, il y a beaucoup de petits festivals qui ont émergé. Donc pour ne citer que des festivals comme le 666, le Silac près de Lyon, je vois qu'il y a des concerts sympas près de Lyon aussi quand même. Voilà, tout un tas de festivals répartis au niveau quand même national. Et puis chaque région a un festival de plus de 800 personnes, ce qui montre quand même que le métal est un genre de musique écouté qui se retrouve globalement réparti quand même sur le territoire, même s'il y a des régions où il y a une offre un peu plus spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du Hellfest, on parle de 60-70 000 personnes par jour. Quand vous allez au Motocultor, qui est le deuxième en France, vous tombez à 20 à 22, et tous les autres qui sont cités là, il n'y en a pas un seul qui fait plus de 3 000 par jour. Donc on est vraiment, il y a une offre qui est vraiment très différente. Le Hellfest, c'est vraiment le gros truc. Le Motocultor, le deuxième, mais après, vous tombez à 3000. Et on n'a pas classé Rock en scène dans le métal, qu'on soit d'accord. Le Motocultor, alors, d'un point de vue terrain, concrètement, moi je travaille sur le Hellfest depuis 2006, donc depuis la création, et le Motocultor depuis 2011. Ouais, juste à deviner, pour donner une idée peut-être intéressante, qui est-ce qui connaît le Motocultor ? Ouais, donc là, tu vois, c'est très... ok, là, tu vas avoir 4 personnes, donc ça donne... Je suis le roi Merlin, oui. C'est pour me donner un ordre d'idée, donc pour faire dans les grandes lignes, vas-y. En fait, le Hellfest est arrivé en 2006 sur les cendres d'un festival qui s'appelle le Fury, qui a existé pendant 3 ans, problème économique, il coupe, il remonte le Hellfest à Clisson. Le Motocultor, en 2007-2008, se crée aux alentours de Saint-Nolff. Alors je dis bien aux alentours parce que ça a bougé 15 fois de ville, je sais pas si t'as remis toutes les villes, mais ça a bougé tout le temps. Ça allait à Saint-Nolff, Saint-Avé, on a fait à peu près tout le coin de la région de Vannes. Ils sont stabilisés pendant quelques années et il y a 4 ans maintenant, ils partent et ils rejoignent Carhaix, en centre-Bretagne. Donc là on n'est plus à côté de la mer, on est bien en plein centre. C'est la même ville qui accueille déjà les Vieilles Charrues. Le rythme de croissance du Motocultor est beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'on est arrivé, au départ on était 100. Après, on est monté sur des jauges à 500. Vous faites des Motocultors à 800. Et là, aujourd'hui, on est à peu près entre 17 et 22 000. 22 000 la grosse journée, 17 000 la plus petite. On a un terrain qui est énorme. Qui est le terrain des Vieilles Charrues qui accueille 100 000 personnes. Donc on est très large. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu vous... Après, voilà, au niveau de l'action, oui, c'est... Alors, ce qui change, c'est que quand vous êtes à Carhaix, ça bouge un peu les populations. Et on a vu dans les statistiques que ça a déplacé les populations et que ça a changé un peu. Au départ, on était très Morbihan. Maintenant, on est vraiment centre-Bretagne. Globalement, c'est des festoches qui vont faire venir des gens de Lille jusqu'à Bordeaux et à peu près jusqu'à Paris. Les régions les plus représentées, c'est Bretagne. Les Parisiens, parce que vous voulez pas rester chez vous l'été, donc vous venez en Bretagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne beaucoup... On sent que le public parisien bouge beaucoup sur les festivals de province entre juin et août. Et donc c'est toujours la deuxième région représentée. Et après, globalement, vous avez les Pays de la Loire qui sont les régions limitrophes.
Donc voilà, ça fait partie des festivals qu'on étudie aussi. Ce qui est intéressant, donc ce que Corentin a disséminé de manière assez light, c'est qu'en fait, il gère les statistiques officielles dans lesquelles il m'a embarqué depuis pour ces différents festivals de métal, incluant le Hellfest, ce qui fait qu'on a quand même une idée de l'évolution du public métal dans les festivals. Déjà, on est sur un public vieillissant. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'au Hellfest. Moyenne d'âge, on avait dit 40 ans au Hellfest, 35 ans au Motocultor. Voilà. Donc déjà, ça donne un ordre d'idée. On a une gentrification du métal qui est vraiment de plus en plus importante. On a un public qui se féminise aussi. Ça, c'est intéressant. Ouais, en fait, ça fait des années qu'on nous dit que le public est... Alors, ouais, c'est 35% Hellfest et 40% Motocultor. Donc, contrairement à ce qu'on lit souvent, ouais, festival masculin, non, il y a 30 ans, oui, aujourd'hui, 35-40%, on est pas mal. Et on se rend compte que le public a très très largement évolué et on retrouve dans les questionnaires et dans les enquêtes une sensibilité à certaines valeurs, dont la valeur écologique et environnementale. Bon, on va peut-être passer à la suivante, qui a beaucoup de contenu. Bon, c'est donné stats. Au niveau de la nutrition, ça évolue. On a de plus en plus de gens qui sont végétaliens qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a des sensibilités disparates. Après, on a un public qui est très ciblé, mais je pense qu'on va y revenir. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment nous de traiter de la valeur de l'écologie dans les festivals de métal et qu'est-ce qui revient. L'économie des festivals en général, pas que dans le métal, elle est assez complexe. Aujourd'hui, un festival est rarement super rentable, on va pas se mentir. Financièrement, c'est assez compliqué. Dans le métal, il n'y en a qu'un seul de rentable, c'est le Hellfest. Voilà. Tous les autres sont en déficit. Mais je pense que c'est à l'image des festivals de musique en général. Et ce dont on se rend compte, dans le métal, il y a de la stigmatisation, représentation, rejet, peur parfois du public, évidemment. Il y a des coûts très élevés, comme tout type d'événement de cette envergure, bien sûr. Bien sûr, dans le métal, forcément, on a eu cette intégration qu'on a appelée un peu différenciée dans un contexte culturel. Et puis, souvent, ce qu'on oublie, c'est que les festivals sont autofinancés. Enfin, très sincèrement, les subventions sont quand même assez dérisoires par rapport au coût. La dernière subvention du Hellfest de la région, c'était M. Retailleau, à l'époque à la région. Je crois qu'ils ont eu 10 000 balles sur un budget à 40 millions. Voilà. Donc, vous faites le pourcentage, vous avez vite vu l'idée. Mais voilà, donc c'est vraiment compliqué déjà d'être un festival, donc faire de l'écologie là-dedans, c'est encore plus compliqué. Pourtant, c'est hyper important parce que l'idée, ça va être de réduire déjà les déchets. Bien sûr, quand on rassemble, alors quand on est le Hellfest et qu'on a 60 000 festivaliers par jour, avec, je pense qu'on peut rajouter à l'appel quelques 20 000. Pour rajouter 20 000 personnes à l'appel, vous imaginez 80 000 personnes sur un site qui, si je ne dis pas d'ânerie, fait 11 hectares. Un peu plus. Avec le camping, ça fait 15. Voilà. Vous vous doutez que la gestion des déchets est un sujet extrêmement important. On y reviendra un petit peu. L'empreinte carbone, évidemment, et puis quand même pour embarquer les festivaliers. L'intérêt, ça va être aujourd'hui d'embarquer le festivalier dans ce qu'on appelle une logique responsable. Ça, j'apprends pas grand-chose en vous disant ça, mais l'idée, ça va être aussi de réduire les tâches pour les bénévoles et les salariés en responsabilisant, en faisant de la pédagogie auprès des festivaliers. Puisque le festivalier se dit avoir des valeurs environnementales, il faut quand même avoir un accompagnement pédagogique, parce qu'entre dire on a des valeurs et puis ensuite être acteur sur ce plan-là en festival, il y a quand même un petit gap à passer. Et puis favoriser des liens avec des lieux d'accueil, ça va être vraiment une approche écosystémique. On va s'appuyer sur des associations, on va s'appuyer sur des mairies, des salles, des structures, etc. L'idée, c'est de dire que la scène, elle ne va pas pouvoir, enfin la scène pour les festivals de métal ne va pas pouvoir avancer s'il n'y a pas ces enjeux-là qui sont pris en compte. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les pôles de pollution dans les festivals sont très concentrés. Premièrement, les déplacements du public. Tout à l'heure, tu parlais du Motocultor qui fait venir des régions, alors, je ne vais pas dire limitrophes, parce que c'est quand même... Si, c'est ça, c'est les deux régions limitrophes. limitrophes. Ouais, c'est les régions limitrophes, mais ça reste quand même parfois un peu éloigné déjà. Mais imaginez que le Hellfest, ça draine un public qui vient de partout en France, qui vient même de partout en Europe. C'est globalement quand même les régions limitrophes les plus représentées encore. C'est les plus représentées, mais il y a quand même du monde qui se déplace de loin. Oui, donc... Après, le problème, c'est que si vous avez regardé les plans d'implantation du Hellfest, le deuxième parking le plus grand de France derrière Disneyland, c'est le Hellfest. Voilà, ça vous donne une idée des besoins. Mais donc du coup, en tout cas, voilà, déplacement du public, c'est quand même le premier point qui est assez complexe en termes de pollution. Le deuxième, ça va être les toilettes, bien sûr, traitement des déchets extrêmement complexe. Et puis ensuite, les énergies fossiles qui sont utilisées, tout ce qui va être essence, groupe électrogène, etc. Dans toutes ces initiatives, Corentin et moi avons la chance de pouvoir travailler sur le Hellfest. Donc le Hellfest, on vous a mis quelques images pour ceux qui n'y sont jamais allés, histoire de voir à quoi ça ressemble. On rate.
Ouais, le Hellfest qui est aujourd'hui premier ou deuxième festival de France, ça dépend un petit peu des chiffres. Ça dépend des vieilles charrues. Voilà, ça dépend un peu des vieilles charrues. Mais voilà, qui est un festival de musique extrême qui a été donc créé en 2006, qui est sold out depuis 2014. Donc depuis 2014, c'est complet. Qui est géré par une association qui s'appelle donc Hellfest Productions, qui aujourd'hui existe au format 4 jours. Donc c'est un événement qui à la base avait un format plus court, mais qui a été un petit peu allongé depuis le Covid, si je dis pas d'ânerie. C'était non, on est passé à 4 jours avant. Largement avant, ils avaient fait un partenariat avec le Knotfest en 2019 entre autres. Ouais. En fait, c'est un format qui est... En fait, le problème des... Enfin, en très rapide, faire un festival, quand vous installez des scènes géantes, ça coûte un bras. Donc plus vous allez garder des jours, plus vous les rentabilisez. Donc on est passé de 3 à 4 jours. Et au départ, on était même sur 2 jours et demi sur les premières années. On a 6 scènes sur un site qui est visitable et qui est décoré à l'année. Voilà, j'avais mis quelques chiffres qui n'apparaissent pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Par contre, quand tu dis site à l'année, ce qui est hyper intéressant, c'est que contrairement à tous les sites de festival qui se vident une fois qu'il est fini, le festival, on rend le terrain propre, clé en main. Le Hellfest a une délégation pour utiliser le site pendant 10 à 20 ans. Du coup, le site est décoré à l'année, vous pouvez les visiter, aller vous recueillir devant la statue de Lemmy, Motorhead. Enfin, on peut aller sur le site et le visiter en fait pendant l'année. On a même une brasserie maintenant. Bon, ça, on y reviendra. L'idée de développer une petite économie locale autour de tout ça. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est assez intéressant de voir à quoi ressemble le Hellfest. On y reviendra après, mais c'est un site qui est extrêmement grand. Je le disais, sans le camping, c'est 11 hectares. Donc pour se déplacer à un point A à un point B, si on veut voir des concerts sur des scènes différentes quand il y a 80 000 personnes, voilà. C'est un petit peu complexe. Et puis, il faut vous dire qu'il y a toute une représentation graphique qui peut être aussi assez extrême, à l'image de certains groupes qui y passent. On va avoir quand même des grosses structures, ça va être bruyant, il y a du monde, il y a parfois, pas toutes les années, un feu d'artifice qui est tiré, il y a des grosses structures avec beaucoup de flammes. Et voilà, on voit vraiment des images où il y a une population où il est très compliqué de se faufiler. Finalement, ce qui est assez... Enfin, l'époque du Fury, en fait, alors l'ancêtre du Hellfest, mené par les mêmes orgas, nous on y était en tant que média, on avait déjà une association locale, on faisait un média local, donc on a fait de l'observation pendant les 2-3 premières années. Le Hellfest commence en 2006, ça tombe à l'époque où je suis à la fac de sociaux, donc il faut bien rentabiliser sa fac de sociaux et faire des trucs qui nous intéressent. Il faut d'avoir un boulot. Ce qui est intéressant, c'est là, on est vraiment rentré dans une dynamique à bosser avec eux, c'est-à-dire de voir. Alors, dès les premières années, ils sont fait attaquer par Philippe Devilliers et Christine Boutin, qui sont un peu les acteurs locaux. Avec Christine Boutin qui a fait une super lettre à Cronenbourg en disant Festival du Diable, faut arrêter de nous sponsoriser. Non, Cronenbourg va pas arrêter. On a mis des caloducs sur le site pour livrer la bière plus vite. Donc, non, Puis, ils sont pas fous, Cronenbourg. Voilà. Donc, ça n'a pas très bien marché. Mais on était toujours dans cette vraiment observation, on a documenté, fait de la photo-anthropologie sur tous les sites, on voulait vraiment voir l'évolution du site, on pourrait vous sortir des photos de 2006, c'est un champ de bataille le L, il n'y a rien, c'est vide. On a des banderoles où on les peint à la main pour dire là il y a le marché, là il y a des toilettes. Aujourd'hui vous avez un truc qui tient toute l'année. On a commencé à beaucoup faire d'entretiens à partir des années 2009-2010, surtout dès 2010. Alors moi j'étais dans ma thèse à cette époque-là, donc du coup il fallait quand même que je fasse une thèse d'anthropologie avec beaucoup d'observations, et aussi les entretiens avec tous les membres de l'orga, les groupes, qui n'avaient pas du tout la même représentation du Hellfest qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient au Hellfest, c'est l'endroit où on passe tous les 2 ans. À l'époque, jouer au Hellfest, c'était déjà une bataille pour trouver une place. Parce qu'on avait beaucoup moins de groupes, et il y a l'importance symbolique de jouer au Hellfest. Elle y est encore pour les tout petits groupes de la scène, mais pour les gros groupes, en fait, Iron Maiden, on les voit tous les 2 ans, quoi. Tant qu'ils sont vivants. À partir de 2016, quand je finis ma thèse, le Hellfest me dit oui, alors par contre, on n'a pas trop de stats sur le public, est-ce que ça te dirait, est-ce que tu pourrais nous aider à mieux connaître notre public? Et depuis 2016, en fait, on a fait les statistiques du public. Alors la première enquête, c'est 2018, et au Motocultor, c'est tombé au même moment, vu que moi j'y allais plutôt pareil avec mon média, qui n'était pas mon sujet de thèse au départ, et dès 2017, ils nous ont demandé de faire les stats du public. Donc tous les ans ou 2 ans maximum, j'essaye d'espacer à 2 ans parce que c'est chronophage au possible, on fait les statistiques du public des 2 festivals. Donc, ce qui nous permet d'en saisir l'évolution, puisque personne ne l'avait fait avant, il y avait une base de données qui datait de 2011, et d'actualiser tous les 2 ans, de voir si le public vieillit, de voir qu'on a 50% de cadres sup maintenant, au Hellfest. Enfin bref, on a vraiment un suivi de cohorte à peu près bon, avec un taux de retour qui est fou. Si vous faites des stats... il rendrait jaloux le taux de retour du Hellfest. Vous envoyez un questionnaire au Hellfest, il vous faut un serveur pro. Il vous faut, je suis désolé, il vous faut une boîte limite GAFAM prêt à encaisser. On est à 4000 réponses la première heure. On fait du 12 à 15 000 réponses par enquête. Et le questionnaire est très long. Et le questionnaire, il y a 120 variables, donc et les mecs vont au bout. Et tout le monde va au bout. Après, la chance qu'on a, c'est que c'est le Hellfest qui le diffuse. Et au début, on mettait un pass à gagner pour encourager les gens à jouer, mais en fait, il y a tellement de gens qui répondent qu'on s'est fait, ils ont fait non, on arrête. Et le Motocultor, on continue à mettre un pass, mais même au Motocultor, sur une jauge à 22 000, on est quand même à 2000-2500 réponses à peu près. Cette année un peu moins, mais on l'a passé à la mauvaise période. Donc
On a la chance aussi d'avoir un public métal qui nous identifie, qui accepte de répondre à nos enquêtes, ce qui est quand même pas mal. Et puis sur un coup de hasard, dans mes autres activités, moi je travaille aussi sur le handicap et on suivait des structures handicap qui voulaient venir au Hellfest. On a fait un reportage pendant 1 an, on les a suivis, c'est-à-dire comment on se prépare quand on est en situation de polyhandicap pour venir au Hellfest. Parce que globalement, le Hellfest est très reconnu pour son handicap visible, mais sur le handicap invisible, il y a encore beaucoup de boulot sur les festivals en France. Il y a, pour ainsi dire, pas grand-chose du tout. Donc on a suivi un groupe, comment ils se préparent, jusqu'à les accompagner et leur retour d'expérience. Mais tu vas y revenir. Et bien sûr, 2025, on est sur la création du lab et pour l'instant, on est encore dedans avec 3-4 équipes pour cette année de chercheurs de différentes disciplines parce qu'on a gestionnaire, sociologue, anthropologue, kiné. On va travailler sur la santé. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est que le Hellfest, en tant que premier ou deuxième festival de France, on ne sait pas trop, on va dire premier, comme ça, s'il y a un enregistrement audio qui l'entend, En métal, premier en ils seront métal, quoi qu'il contents. arrive. Je plaisante, hein. Mais le Hellfest a un petit peu cette image d'être sollicité par beaucoup d'autres festivals, incluant des festivals mainstream, pour avoir des retours d'expérience et des conseils sur tiens, comment vous gérez ces problématiques-là, vous qui êtes un petit peu le festival quand même vitrine en France. Donc le Hellfest s'est dit on va monter un pôle RSO. Donc ils ont recruté officiellement une de leurs bénévoles qui gérait le pôle PMR-PSH, donc personnes à mobilité réduite, personnes en situation de handicap, pour gérer la RSO au Hellfest, qui s'appelle Cindy, qui a été engagée en 2024 pour répondre à toutes les attentes, multiples attentes de plein de parties prenantes différentes. Et ça, c'est assez intéressant, nous qui travaillons en gestion, par exemple, sur les écosystèmes, sur les tensions entre les attentes des uns et des autres. Là, on parle des théories des parties prenantes, des fois, pour dire, tiens, il y en a un qui veut ça, oui, mais l'autre, il veut ça, donc ça coince un peu. Là, c'est exactement ce qu'on voit quand il s'agit de parler de RSO. La RSO au Hellfest, il y a plein de... C'est pas grave, l'image apparaît pas, mais c'est pas grave. Il y a plein de sujets qui sont traités. Ça va, comme je le disais, des festivaliers qui viennent, à la gestion des déchets, au traitement de l'eau aussi, qui est hyper important pour le coup dans le cadre du Hellfest. Voilà. La mobilité, l'alimentation, protection de l'environnement qui est très très fort. À titre anecdotique, ils travaillent beaucoup avec une association de protection des alouettes des champs, par exemple. Et par rapport au parking dehors. Au parking, voilà, ça pose des problèmes pour les alouettes des champs, par exemple. Donc il y a aussi un écosystème très varié d'acteurs. Tout ce qui est inclusion, accessibilité, la prévention et la sécurité. Alors sur festival, on pense beaucoup au VSS, violences sexuelles et sexistes, mais ça va aussi à la protection solaire, par exemple, qui peut être incluse. Économie, impact local, numérique responsable, etc. Donc la RSO, ça couvre un paquet de choses. Et quand on est un gros festival, on se doit un petit peu de montrer l'exemple, qu'on le veuille ou non, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Hellfest, donc Cindy a été recrutée, ce pôle RSO est constitué, et il a été décidé de créer un observatoire de RSO qui s'appelle le Hellfest Lab, Observatoire RSO, qui a été créé à l'initiative de Cindy, qui est financé via du mécénat, et qui va en gros avoir 3 pôles. Un premier pôle sur l'accessibilité, puisqu'elle a ce background de PMR-PSH, donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qui de toute façon est inclus dans la RSO de facto. Un aspect éco-responsabilité pour l'aspect environnemental, et puis le healthcare qui existait déjà, mais qui... C'est un changement de nom en fait. C'est un changement de nom. Le healthcare reprend un peu tout en fait. Donc c'est vraiment tout ce qui est prévention, sécurité, etc. Alors pour en parler, on a une vidéo. Alors nous, on va pas mettre le passage où on parle parce qu'on est là devant vous. Le mais Hellfest Lab. Cindy en parle bien. C'est un observatoire sur les sujets RSO, donc responsabilité sociétale des organisations. Et l'idée, c'est de pouvoir observer donc, les actions sur ces sujets donc, environnementaux, sociétaux, l'impact qu'a le festival sur ces sujets, et de pouvoir aussi être vraiment un véritable terrain d'expérimentation et d'innovation. On a déjà eu des initiatives qui ont été faites en ce sens. Je vais vous donner le secteur que je connais le plus, c'est l'accessibilité. On a une collaboration avec des partenaires qui ont une expertise. Et l'idée, c'est de pouvoir tester des nouveaux services, tester des choses sur le terrain. Donc là, cette année, on a fait des visites immersives avec des audiodescripteurs qui ont permis à des personnes en situation de handicap visuel de pouvoir en fait découvrir les concerts, mais aussi de pouvoir aussi découvrir toute la scénographie du festival. Sur la partie énergie, par exemple, on a une collaboration qui a pu aussi être expérimentée là cette année avec une entreprise qui a fourni de l'huile végétale pour pouvoir faire fonctionner les main stages avec une énergie la plus verte possible. L'idée, c'est de pouvoir après derrière observer, quantifier et de pouvoir s'en inspirer et de pouvoir se dire ici derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir avoir le moins d'impact négatif sur l'environnement et un impact beaucoup plus positif sur la société.
Voilà, en fait, l'engagement du Hellfest, c'est ça. Et il y a vraiment des choses assez incroyables qui sont faites. On le voyait dans la vidéo. Par exemple, cette année, il y a eu des groupes qui ont eu du chant signé sur scène pour les personnes, en problème de surdité. Qui pouvaient comme ça avoir accès à certaines chansons. Alors bien sûr, ça a été très anticipé, fait en amont. Elle parlait des gilets vibrants, qui sont aussi en termes d'innovation quand même quelque chose d'assez fort. Elle parlait justement des huiles pour faire fonctionner les main stage. Enfin, aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui sont assez impressionnantes. Ce qui est assez intéressant, mais en fait, ça existe déjà. Par exemple, il y a des festivals comme Autrement dit qui le faisaient déjà il y a 10 ans. Le problème, c'est que c'est un coût astronomique. Il faut quand même pas oublier qu'un gilet vibrant, que ce soit de la loc ou autre, la traduction en langue des signes, c'est des énormes coûts pour un festival. Qui sont pas nos... Bon, il y a le comité de pilotage qui est intéressant aussi. Peut-être que ton comité de pilotage qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve un petit peu à travailler avec des équipes pluridisciplinaires. Donc on a des sociaux et anthropologues de la fac de Tours, qui est mon ancienne fac. On a Savoie-Mont-Blanc, avec Émilie, Romain. Là, cette année, on va avoir Céleste qui intervient en biomécanique, parce qu'on va avoir une partie sur la santé des musiciens en tournée. Parce que les santé des musiciens en tournée, il y a les gros qui ont les tourbus qui vivent bien, et puis il y a les petits qui sont dans un van et qui sont pliés comme avec 2 batteries, 3 guitares, le merch sur le dos. Et on a un caméraman qui nous suit partout pour documenter, comme ça on a le temps d'aller faire notre boulot, et lui il s'occupe de faire les images, et avec qui on travaille main dans la main d'ailleurs, avec qui on est en train de faire du montage. Pour vous donner quelques autres exemples d'initiatives qui ont été réalisées, alors bien sûr, il n'y a pas très longtemps, pour la Saint-Valentin, il y a eu des arbres qui ont été plantés. Toi, tu y étais. Ah, c'est génial. Voilà, il y a des arbres qui ont été plantés sur le festival. Un autre exemple auquel on a participé tous les deux en tant que chercheurs, hein, n'est-ce pas? On est allé purement pour la recherche. Non, je plaisante. Mais on n'y est pas allé pour ça, mais quand même. C'est un week-end qui a été fait, en fait. Le Hellfest finance une association qui s'appelle Savage Land, qui est une ONG pour la biodiversité. ONG aux États-Unis, association en France pour les statuts. Ouais, voilà. Et qui ont contribué au rachat d'une forêt dans les Côtes d'Armor. Non, elle n'est pas celle-là. La Jeanne Goudal, celle-là. Bah, c'est la Jeanne l'association Goudal, Jeanne Goudal. Ils en ont racheté 5 en France, il y a Ouais. Tours, il y en a une à Nantes. En fait, ils rachètent des forêts pour les sanctuariser. Enfin, c'est-à-dire qu'on laisse la forêt reprendre ses droits sans rien y faire, sans rien toucher. Voilà, donc là, il y a eu un week-end qui a été organisé. Il y a eu des festivaliers qui ont été sélectionnés pour accompagner, parce qu'il y a un des groupes de musique dont on a parlé tout à l'heure, Heilung, ceux qui jouent avec des os qui n'ont plus le droit de voyager avec, là, qui sont venus un petit peu faire un rituel un petit peu sympa pour faire ça. Alors, bien sûr, comme nous sommes des chercheurs de terrain, nous avons bu l'hydromel, comme cela nous a été demandé, pour baptiser la Ouais, forêt. enfin, c'est pas ça qui va nous tuer. Non, je plaisante, mais bon, faut aussi parler de la partie sympa de la recherche, quand même. Mais T'es pas non. venu pour planter 1500 arbres Non, pendant qu'il bizarrement. faisait 5 degrés, toi. Non, je suis venue goûter l'hydromel, moi, simplement. Mais non, voilà, en tout cas, il y a des initiatives qui sont faites. Alors, la question que ça pose, voilà, enfin, vous l'avez vu, il y a un caméraman avec nous. Si vous me suivez sur LinkedIn, il y a une très belle vidéo que j'ai repartagée, que tu as sûrement repartagée aussi, qui a été faite de ce week-end. On a de belles images. Ça pose parfois aussi la question, ça ouvre la porte aussi, à certains questionnements qui peuvent se poser. Est-ce que greenwashing, pas greenwashing, mais dans les faits, c'est quand même des actions qui sont menées. Et oui, il y a un petit peu de communication qui est faite, ce qui semble tout à fait logique. C'est hyper important qu'ils puissent communiquer dessus parce qu'ils sont tellement attaqués à l'année. Et nous, on y va pour documenter parce que c'est pareil. Moi, je fais un suivi photo et texte à chaque fois parce qu'en fait, il y a un problème, c'est que le Hellfest, en 15-20 ans, les archives n'existent plus. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle La vie Hellfest qui est sorti dans le commerce et c'était un truc qui était un peu romancé. C'était une prestation aussi par Rockard, un magazine métal. Mais les archives du Hellfest, elles ont brûlé en 2011. Et ils ont un feu dans le bâtiment dans fin des années 2010. Du coup, toutes les archives Hellfest, il n'y a plus que une dizaine de personnes qu'en avons. On doit être 10 à en avoir avec Ben. Par exemple, les années où la CGT tractait avec le logo Hellfest, l'affiche de Mélenchon aux dernières élections, et le L en Tour à Clisson. Ah, faut les encadrer, celle-là, ça n'existe plus. Mais il y a plein de choses qui ont été faites, les comités cathos qui balançaient des petites croix dans le camping parce qu'ils avaient peur qu'on soit satanique. Le Hellfest a besoin qu'on le documente parce qu'il n'y a pas réellement de... Enfin, il y a un côté à patrimonialiser. Aujourd'hui, ça a 20 ans, c'est comme ce qu'on a fait avec la FILA. Faut patrimonialiser ce qui existe dans notre culture parce que sinon, ça va être repris que par des aspects journalistiques et on voit ce que ça donne 30 ans après. On perd de l'info. Bien Et sûr. en tant que chercheur, c'est horrible. C'est hyper important. Alors nous, bon, je vais pas trop revenir dessus, on a des publications qui sortent de tout ça, mais juste pour donner un ordre d'idée, des publications sur l'ancrage territorial et l'économie territoriale,
qui émergent de tout ça. On a des publications sur l'évolution justement aussi du festival et de son impact social. Et puis une qui mérite peut-être qu'on s'attarde 2 minutes dessus. On a une publication dans la Revue française de gestion donc sur la fameuse expérimentation dont on parlait avec le public en situation de handicap, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Le Hellfest travaille sur sa RSO et donc Corentin, toi tu connaissais une pension de famille de l'Orangerie dans l'Indre, si je ne dis pas de bêtises. Non, en Indre-et-Loire, en Boisan. C'est chez moi. Pardon, voilà, c'est juste à côté de chez toi. C'est un ancien étudiant qui gérait, donc ce qui permettait aussi d'avoir eu le questionnement de l'accompagner depuis le départ de son projet. Et le projet, c'est que chaque année, il accompagne, donc la pension de famille, vous avez des résidents qui ont leur logement individuel en toute autonomie, mais qui sont des personnes qui ont des handicaps physiques et psychiques, qui font qu'il y a des espaces un petit peu communs, et il y a une infirmière qui passe tous les jours pour vérifier, etc. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que chaque année, leur moniteur éducateur leur propose un projet culturel, et qu'une année, il y a eu l'envie collective d'aller au Hellfest. Et là, on se dit, oulala, souvenez-vous de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure et de ces 11 hectares. Si déjà, quand on est un public qui n'a pas de handicap, c'est très complexe de se déplacer d'un point A à un point B sous une chaleur ou une pluie torrentielle, avec un monde, parfois les deux en même temps, avec du monde de partout, un terrain peu praticable, on se doute que pour des personnes en situation de handicap, c'est d'autant plus complexe. Et donc l'idée, c'était vraiment de co-créer entre le festival et cette pension de famille, parce qu'il y a eu un accord qui a été signé. La pension de famille est gérée par la Croix-Rouge française, donc il y a eu un accord qui a été signé tripartite entre la Croix-Rouge, le Hellfest et puis Unseen, qui est une boîte de production. Il y a eu un documentaire qui a été produit pour justement regarder avant, pendant et après comment, quand on est dans ces situations de handicap assez extrêmes quand même, on peut se rendre au Hellfest et faire en sorte de voir ce qui marche et puis ce qui marche pas bien. Donc voilà, ce qui est intéressant, j'ai mis le lien, je ne sais pas si ce sera toujours viable, mais il y a... non mais on l'enlèvera. Il est bien privé. Ouais, on l'enlèvera, c'est pas grave. En tout cas, il y a un documentaire qui est fait et il y a un papier dans Revue française de gestion. On a vu des petites capsules vidéo même qui ont été faites pour qu'on puisse parler du papier lors d'un colloque. Donc en tout cas, voilà, ça peut être aussi un exemple de ce qui peut être fait au Hellfest de manière assez précurseur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail de tout ça, mais ce qui nous intéresse vraiment, en fait, quand on regarde projet par projet, c'est très intéressant, mais ce qui vraiment nous permet de prendre de la hauteur en termes d'innovation, c'est de regarder la transition du business model du Hellfest. Donc son business model, c'est quoi à la base ? C'est de proposer une programmation musicale, en fait. Quand on achète, en tant que festivalier, un pass pour aller à un festival quel qu'il soit, on achète une affiche, on achète une programmation. Aujourd'hui, au niveau du Hellfest, on achète, entre gros guillemets, une expérience. On achète le fait d'aller au Hellfest, on achète, tu disais... le t-shirt. On achète... t-shirt, bon, j'en porte un, donc c'est pas un très bon exemple, mais on achète une expérience, l'expérience d'aller au Hellfest. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder la transition de ce business model de base vers un business model dit durable. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va intégrer la durabilité et les problèmes que ça pose d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que cette question-là, elle va amener un défi. On va parler, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail théorique, mais d'équation de profit. En fait, je vous donnais tout à l'heure des exemples, mais c'est, entre guillemets, je prends d'un côté et j'enlève de l'autre. C'est-à-dire que l'équation de valeur, elle est simple. C'est comment est-ce que j'arrive à avoir une valeur économique, à faire du profit, parce que malgré tout, ça reste un festival, et que derrière, il faut que ça marche, il faut qu'on puisse réinvestir, exister d'année en année, etc. Comment je vais réussir à équilibrer ce profit économique avec une valeur sociale et environnementale. Juste pour l'exemple de l'Alouette des Champs tout à l'heure, on en a vu l'exemple avec le parking. On construit des parkings parce que le festivalier attend que quand il arrive, il puisse se garer, qu'il y ait des navettes, qu'il ne fasse pas la queue pendant des heures et des heures, et que ce ne soit pas galère, même si ça l'est encore, pour accéder au festival parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais donc, on va construire des infrastructures. Oui, mais à côté, quand on construit des parkings, on fait fuir les alouettes des champs. Et on a donc une équation de profit à trouver entre j'arrive à équilibrer l'aspect économique, l'aspect social et environnemental. Si je disais ça de manière un peu plus vulgarisée, comment on arrive à ménager la chèvre et le chou sur ces questions de durabilité pour que tout le monde y trouve quand même son compte à la fin. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. C'est bien. Voilà, on vous a mis des photos pour illustrer tout ça de ce qu'on fait. Donc en tout cas, voilà ce que fait le Hellfest sur ces questions de RSO. Ce sont des exemples d'initiatives. Il y a énormément d'autres choses qui sont faites.
ce qui n'est pas inintéressant aussi, c'est de se dire, on a un public qui a plus de 40 ans, on l'a vu vieillir, on sait qu'il y a 12 ans, on était à 27-28 ans, on sait que 12 ans après, on est à 40. Notre public est plus vieux, c'est qu'une moyenne d'âge. Un public qui va avoir, je suis désolé, statistiquement, qui a plus de chances d'être sur la zone PMR d'année en année. On a intérêt aussi à prévoir pour que notre public puisse venir. Le parking, il y a des navettes qui nous amènent du parking, il y a l'offre de... Enfin, il y a des besoins aussi pour ces festivaliers. Le Hellfest, même si c'est gros, même si aujourd'hui c'est 50 millions de chiffres d'affaires, faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas de subvention. Donc en fait, on est entre guillemets actionnaires du Hellfest, tous en y allant tous les ans. Donc le jour où il n'y a plus de festivaliers, le Hellfest, ils ont 1 an de trésor et c'est fini. Hein. Contrairement à d'autres festivals où ils ont 65% de subvention publique, je peux donner des noms. Non. Si, vas-y, lance des vannes, assume. Oh, bah, En tout cas, ce qui est intéressant de se dire, c'est que le Hellfest est vraiment un cas d'école. En conclusion, on a parlé de responsabilité, de transition. Il y a plein d'autres choses qui sont faites, bien sûr. Et dans cette notion de RSO, il y a aussi d'autres dimensions que les dimensions environnementales auxquelles on pense beaucoup. Tous les festivals, même les plus petits, les festivals à petite jauge, et ça c'est important, aujourd'hui font de la RSO ou commencent à en faire. Pas le choix. Oui, là, on a listé des festivals sur lesquels je travaille à l'année. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir un lien avec votre territoire. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire un festival sans prendre en compte son environnement social, territorial, les moyens de locomotion pour venir au festival. Certainement aussi les mairies, un peu tout, et surtout penser à l'accessibilité. Un tout petit festival, on se rend compte au fait que le problème, c'est qu'on loue souvent des vieilles salles et que l'accessibilité est compliquée. En extérieur, c'est déjà un problème. Hein. Le moindre chemin dur pour faire passer ne serait-ce qu'un fauteuil, c'est déjà un problème. Mais même les salles ne sont plus adaptées. Je peux vous donner là, par exemple, on a cité la Firemaster, où les toilettes sont quand même très difficiles d'accès, mais on a une salle communale, on peut pas faire mieux. L'Oméga, j'en parle même pas, on a un chemin qui va aux mêmes toilettes que les autres toilettes, et pour y rentrer, le fauteuil passe à 2 cm près. Et il n'y a pas de zone PMR, donc on est obligé d'en créer une et de la faire nous-mêmes. Mais en tout cas, aujourd'hui, tous les festivals, même les plus petits, sont obligés. Et comme je parlais d'équation de profit, en fait, faire du social et du environnemental, en tout cas en France, ça coûte de l'argent. Et sur des festivals qui n'ont pas la chance d'être le Hellfest, c'est vraiment des questions sur cette équation de profit aussi économique. Il y a eu la question il y a quelques années de se dire est-ce qu'on peut mutualiser entre différents festivals pour acheter le matériel et se le prêter entre nous. Et en fait, la question de l'entretien est très compliquée. Et en plus, les mécènes n'ont pas spécialement envie de prêter pour plusieurs festivals. Donc ils veulent être rattachés à un seul. Le Hellfest prête déjà son matériel, par exemple, à un festival en Touraine qui s'appelle Terre du Son, tous les étés, qui est à peu près sur la même configuration dans un champ à côté d'un château. Mais en fait, on a vraiment besoin de ça dans la scène métal, c'est-à-dire d'avoir une sorte de stock qu'on pourrait partager pour les petits festivals. Mais ça sous-entend qu'il y a aussi des équipes qui sont formées à l'arrivée, qui vont pas détruire le matériel, parce qu'un gilet vibrant, ça coûte cher. Puis après, il y a des choses qui peuvent être faites de manière assez simple, un partage de connaissances. Mais vu qu'il y a une économie qui est très précaire dans cette scène, et pratiquement que des bénévoles, c'est très compliqué de mettre tout le monde au même niveau, de leur dire, par exemple, on peut agir de telle ou telle façon pour accueillir au mieux les PMR-PSH, ou d'un point de vue écologique, il y a ça qui peut être mis en place. Après, voilà, d'autres formes d'expérimentation. Bon, celle-là, on en a parlé un petit peu. Je te laisse peut-être citer l'exemple du bio-vinyle, qui est assez intéressant. Et quand on a fait la Philharmonie de Paris en 2024, donc là vous avez ce qui correspond aussi à l'affiche, on a voulu avoir, alors on nous a proposé plein de produits dérivés bizarres, hein, des affiches, des mugs. J'ai expliqué qu'on n'avait pas 12 ans, donc à un moment on s'est dit on veut faire un vinyle avec plein de titres super, et on a eu la chance d'avoir Mehdi LG, qui est le directeur du label Veriprod, Vericords, et qui de chez Veriprod, qui nous a proposé de faire un double album vinyle avec Sarah d'ailleurs qui était avec nous à la conception pour trouver les titres aussi auprès des artistes. On a quand même que des titres inédits, on était contents. Mais on s'est dit on va peut-être pas produire des vinyles de manière un peu dégueulasse avec le même pétrole que d'habitude, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de le faire en bio-vinyle. Ce qui évite complètement les matières les plus polluantes en fait sur la production des vinyles. Alors concrètement, si on a eu la chance d'avoir quand même Vericords qui est derrière, et qui a accepté de le faire, c'est quand même que c'est rentable. Ils réduisent leur marge, mais ça existe. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'acheter un vinyle, bio-vinyle, c'est possible si on est consommateur de vinyle. Ça veut dire juste que l'industrie n'a pas envie de le faire. Pas encore, peut-être. On verra. Pas du tout. D'autres choses intéressantes sur le merch, aujourd'hui, on essaye, vas-y, excusez, mais... Il y a quelques années, on a fait des productions de t-shirts pour des festivals, etc. Il faut quand même se dire, alors, avant Covid, et même post-Covid, la différence entre un t-shirt que vous achetez en festival qui est bio et pas bio, à la production 1 à 3 couleurs, imprimable, c'est moins d'1,50 €.
Donc si on a envie de faire des t-shirts en éco, enfin ce qu'on appelle les t-shirts éco, donc bio, recyclés, ou du coton issu de l'agriculture éco, il y a 1,50€ à la prod. S'ils ne sont pas faits en éco, c'est une question de marge. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment... peut-être avec l'augmentation de l'année dernière, 2€ de différence. Mais en fait, quand vous avez un t-shirt à 30 balles, la marge, elle n'est pas à 2€. Donc si on voulait le faire, on pourrait. Non, par contre, c'est des questions qui sont assez importantes pour les acteurs de la scène, hein. On a eu, par exemple, des groupes qui maintenant refusent de vendre du t-shirt quand c'est... Enfin, du merch, pardon, quand c'est dans les salles, parce que les salles prennent une marge en plus Alors, sur les marges que... entre 25 et 35% à Paris. Voilà. Pareil, donc ça veut dire achetez vos t-shirts directement sur les sites internet des groupes. Ou à la sortie du concert devant le camion des groupes. Ça dépend ce qu'on cherche comme type de merch. C'est ce qu'on vend. Alors là, on va peut-être pas trop en parler, on en a parlé un petit peu, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle de RSO, il y a un aspect important dans la patrimonialisation. Toi, tu parlais d'avoir de la donnée, d'avoir des archives, c'est très très important. Corentin a fait cette superbe expo à la Philharmonie de Paris, qui a été assez importante, je pense, parce que la Philharmonie de Paris est quand même un acteur majeur, hein, qui me semble en tout cas être majeur dans le paysage. Et voilà, il y a eu ce projet. Alors... ce projet de se dire on va faire une expo sur le métal. Tu as été sollicité en tant que co-commissaire d'exposition avec un collègue en histoire de l'art. Ça a donné une exposition absolument magnifique et qui, je pense, contribue aussi à patrimonialiser, à conserver, à faire découvrir. Tu parlais de connaissances, de partage de connaissances, qui est assez important. Là, il s'est tombé sur l'année 2024 qui était un peu l'année record pour la scène métal, puisque vous avez eu un Hellfest qui était déjà complet, on a eu Gojira au JO, on avait l'expo à la Philharmonie, il y avait une attention placée sur la France qui est un peu retombée, on va pas se mentir. Un petit peu, ouais, mais bon. Et une expo qui ne voyagera pas pour l'instant. Et puis voilà, d'autres expositions que tu fais, il y en a une au Moulin Rouge en ce moment, si ça vous intéresse, tu fais des photos. À la machine du Moulin Rouge, à la machine à bulles. Je suis pas au Moulin Rouge. Oui, mais bon. Non, je préfère la machine à bulles. Oui. Et oui, une prochaine qui arrive à voilà, Rochefort. Donc on travaille maintenant aussi un petit peu sur cet aspect de patrimonialisation via la photo, via les expositions, via la mise en musée aussi, qui nous semble être assez intéressante et qui fait partie de la RSO finalement, puisqu'elle contribue à garder trace. Hein. Aujourd'hui, on parle de faire science avec et pour la société, ça fait aussi partie de ça. Et puis on a expérimenté la Philharmonie où on avait beaucoup d'œuvres américaines qui venaient, et d'un point de vue écologique, faire venir des œuvres des États-Unis, c'est très cher. Alors je vous parle même pas des quotas administratifs avec l'administration actuelle, hein, mais c'est quand même des frais de déplacement, des containers qui arrivent. Là maintenant, on travaille sur des expositions qu'on va pouvoir garder et conserver en France et expédier avec un minibus, un van, pour que ce soit aussi un principe de rentabilité et écologiquement un peu plus propre de faire de l'exposition aujourd'hui. Voilà ce qu'on souhaitait vous dire aujourd'hui sur le métal et les transitions avec l'exemple du Hellfest. On a mis quelques remerciements et surtout nous avons notre super QR code pour la playlist métal et écologie. Voilà, si ça vous dit d'aller jeter une oreille comme ça, il y a un petit peu de tout dedans et ça vous donnera une idée de ce qui se fait. Merci beaucoup en tout cas. J'étais en train de nous auto-féliciter pour le respect du timing plus Oui, 2. C'est parfait. Merci beaucoup. Je crois que ça contribue à nous redonner plein d'énergie, tout ça. Moi, j'ai plein de questions, mais parole à la salle. Qui veut commencer ? Est-ce que le fait que ce soit du métal donne des propriétés particulières au lab et à la RSO, et est-ce qu'on pourrait avoir la même chose sur des festivals qui ne sont pas métal? Est-ce qu'il y a une culture métal, des valeurs qui font que certains types d'engagement sont plus importants ou différents, voire ont plus d'impact? C'est-à-dire, de certaine façon, y compris en jouant sur les préjugés, si, pour prendre une caricature, les gros garçons qui font du métal celtique disent un truc, peut-être que ça a du poids, parce que c'est eux. Voilà, est-ce qu'il y a des styles de leadership qui vont jouer parce que c'est du métal? On a des labels qui jouent le jeu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la scène métal, elle est très liée entre les acteurs. Donc on va très bien trouver des labels qui ont décidé de s'engager. Donc là, on avait l'exemple de Records. On pourrait très bien dire qu'il y a des festivals qui ont envie de s'engager et des festivals qui ont vraiment une volonté d'accès à la culture, par exemple avec des entrées gratuites. On a surtout un public qui est extrêmement intéressant. Dans les caractéristiques sociodémographiques, on est quand même plutôt
intéressé aussi. On a beaucoup de gens qui ont des hauts niveaux de diplôme, qui sont très intéressés par la RSO, qui sont capables d'en échanger. Je peux vous citer des petits groupes lambda qui jouent presque pas en Bretagne, et les mecs sont ingénieurs et s'occupent de la protection de la faune et de la flore. Donc on le voit aussi qu'il y a des acteurs engagés à tous les niveaux. On n'aurait pas forcément ça partout, et en plus on a un public qui est quand même relativement respectueux. On a très peu de dégradation, très peu de violence, très peu de VSS. Je dis pas que ça n'existe pas, mais par rapport à la quantité de public qu'on a sur un festival métal, on a des taux de problème qui est 10 fois inférieur. On est 10 fois inférieur à un festival d'autres esthétiques. Et on sait un peu pourquoi. Il y a de l'autogestion. En fait, historiquement, le métal, alors ça a changé un petit peu avec cette ouverture, entre autres, du Hellfest avec les publics nouveaux, mais historiquement, les problèmes se géraient dans la communauté. Donc, si jamais, je prends un exemple, 2008, je dois encore avoir des photos qui traînent sur un disque dur, mais un comité néo-nazi local qui s'est pointé au Hellfest, il s'est fait courser par 900 à peu près personnes jusqu'à l'entrée, donc ils sont jamais revenus. Bon, maintenant c'est un peu plus malléable, hein, mais c'est plutôt sociétal qu'autre chose. Mais il y avait une façon de gérer les problèmes. Quelqu'un qui crie à l'aide à 3h du mat, il y a 100 personnes qui arrivent. Bon, généralement, il faudrait mieux qu'il y ait un service de sécurité qui arrive avant que ce soit les mecs qui gèrent eux-mêmes le problème, sinon on va les redéposer aussi à l'entrée sur le caniveau. Mais ça s'auto-gérer, et c'est quelque chose qui change beaucoup. Mais je pense qu'il y a quand même une spécificité, mais sûrement comme dans tout type de communauté, en fait. Tu dois avoir des spécificités. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les statistiques, notamment du Hellfest, qui je pense sont extrêmement représentatives, hein, on voit quand même la communauté phare, entre guillemets, je vais appeler ça la communauté phare, parce que tu as un public qui se renouvelle. Donc tu as alors ce que les rageux appelleraient des touristes. Il y a des touristes qui viennent. Donc ce qu'on va appeler entre gros guillemets les touristes, même si j'aime pas trop cette appellation, parce que tout le monde a le droit de venir à un festival de musique, en fait. Ça, c'est un peu le problème de ouais, on n'est pas content, personne parle de métal, et puis quand les gens s'y intéressent, on n'est pas content parce que c'est notre dada à nous et qu'il y a des touristes qui viennent. Bon. Et tu vois, à part ce renouveau, si on a un peu de la communauté de base, il y a quand même des valeurs, on voit que le public vieillit et qu'il y a des valeurs qui vont avec, en fait. Ça, c'est assez intéressant. Tu parlais tout à l'heure de l'étude faite pour le MSC, c'est intéressant aussi de se dire que, tu vois, une culture tech est-ce qu'elle me serait, tiens, est-ce que mes employés de la culture tech, est-ce qu'il y a une corrélation avec les valeurs métal? Donc, il y a des grosses boîtes qui ont financé cette étude qu'on réalise à ce moment, surtout toi. On est avec Believe, Le Bon Coin. Alors Google, c'est un peu plus compliqué parce qu'en ce moment, ils n'ont pas trop le droit d'investir dans les recherches en Europe. C'est un peu pour ça qu'on les appuie. Mais Octo, donc, c'est hyper intéressant parce que c'est les boîtes qui ont décidé de se dire nous, on veut travailler sur ceux qui écoutent du métal chez nous. Ils auraient pu me demander de faire tous les styles. D'ailleurs, la première partie de l'enquête, c'est de demander les styles de musique écoutés par les employés de la boîte, mais ils veulent un focus que sur le public métal. Parce qu'ils pensent qu'il y a des valeurs qui sont vraiment spécifiques, donc je suppose qu'il doit quand même y avoir. Parce que c'est aussi, si on reprend un peu l'histoire avec les nouvelles technologies, le Procès Napster, c'était quand même des groupes de métal. Non, c'est même pas que lui, il y a juste Lars Ulrich. Il est quand même pour ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que les premiers à avoir piraté, c'était chez nous. Les premiers à avoir pour partager la musique métal, alors désolé, je fais vraiment le vieux, mais on se partage des cassettes audio au départ. Après, dans les années 90, ceux qui avaient mon âge, le premier truc qu'on achetait, c'était un graveur pour pirater les albums. On a toujours piraté d'ailleurs. Il n'y a que maintenant où tout le monde achète sur Deezer, enfin en abonnement, et plus personne ne pirate. Ou alors on achète des vinyles, c'est collector, mais c'est une génération vraiment qui a été pirate dans l'âme. Les radios sont toutes des radios pirates. Radio Béton à Tours, moi j'y suis depuis 30 ans, ça fait 27 ans que j'y suis, et c'est une radio pirate. C'est-à-dire que les mecs, ils émettaient entre 2h et 6h du mat, et il y en a une dans toutes les villes de France. Donc il y a quand même cette culture un peu underground, en plus culture geek. Il suffit de voir le nombre de jeux faits pour les Metalheads ou par les Metalheads aujourd'hui, c'est hyper important. Donc il y a vraiment un lien avec ces cultures numériques. Donc ça nous donne forcément un peu... Brutal Legend. Arthur, puis... Bonjour, déjà merci pour cette présentation. Moi j'avais une question, en quoi les marques, par exemple vous avez parlé d'enfants riches déprimés ou même une marque comme Chromers, elles peuvent avoir un impact sur la culture métal et gentrifier un peu cette culture-là, sachant que c'est des marques de luxe quand même. Alors ça fait très longtemps que le luxe nous bouffe vraiment la gueule. Je le fais simple, je vais être très clair. Alors enfant riche et déprimé, j'en parle pas. Déjà tu fais venir Manson, déjà t'as une double erreur de casting. Un 8 mars, t'as envie de faire un buzz. Parce que Manson, il y a encore une plainte qui vient de tomber il y a un mois. Hein, c'est juste le 6e procès en moins de 6 ans. Vivement que ça se finisse et qu'ils viennent plus. Chromers, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé. Mais par contre, Vivienne Westwood a déjà tapé très clairement sur notre milieu du luxe. Là, tu vois, je suis en train de préparer une expo à Rochefort. On a bossé avec, j'ai appelé Thomas Quinn en Angleterre parce qu'il a fait des vestes, mais c'est clairement du black metal.
C'est une veste avec 450 pics clous sur une veste en cuir. Il a pompé ça sur le black metal. Balenciaga, j'en parle même pas. Je peux vous sortir un t-shirt de Balenciaga, c'est Iron Maiden relooké Balenciaga. Iron Maiden 20 balles, Balenciaga 1000, hein, c'est tout. Le dernier t-shirt d'Anne Hathaway avec Balenciaga, écriture gothique à la Lorna Shore, avec en dessous une église espagnole, parce que bon, ils ont pas voulu mettre une église qui brûle, sinon ils auraient fait comme les Norvégiens. Ça pompe vraiment, et aujourd'hui, on voit bien la mode, le luxe nous pompe dessus. H&M sort les vestes pré-patchées, on a tous envie de pleurer. Et aux États-Unis, vous avez Walmart, ça fait 20 ans que Walmart, vous achetez un t-shirt Metallica ou Korn à côté d'un t-shirt Tupac ou Dr. Dre ou je ne sais pas quel autre truc de pop. Gémeaux s'y met en France. Ah ouais, Gémeaux a sorti un t-shirt Gojira, on ne sait pas d'où vient la licence. Même le groupe ne le sait pas, il a 15 balles, il est immonde. Donc ça veut dire qu'on est en train de se faire pomper par la fast fashion et en même temps on est en train de se faire pomper par le luxe. Et dans le luxe, on voit vraiment des interstices. C'est dommage parce que la collègue qui vient de partir, c'est la spécialiste de la mode dans le métal avec qui on travaille dessus. Mais vous avez plein de. On a fait un défilé de mode avec S-Mode l'année dernière pour la Philharmonie et on se rendait compte en fait que les gamins ils avaient plein de références de gens dans la mode qu'ils font déjà et ça a été pompé. Après, on est plus perméable. Il y a moins de réception par le public à l'arrivée quand même. Hein. Je veux dire, nous mettre Manson, c'est pas ça qui va faire que le métalleux va acheter la marque. Non, pas du tout. Voilà. Nous, on a vraiment ce côté esthétique qui va rester, et la mode luxe étant une forme de reconnaissance un peu trop par les classes dominantes, fait qu'on va plutôt s'en distinguer, et on va plutôt reprendre leurs trucs et les déchiqueter en 15 morceaux pour en faire un truc à notre sauce. Bah, dans cette lignée, il y avait l'exemple de Gary Holt avec les Kardashians. Ah oui, bah... Il y a les sœurs Kardashian, je sais pas laquelle. Et c'était Kendall Jenner, je crois. Enfin, je sais plus laquelle c'est, je sais même pas qui c'est là-dedans. Plus au courant que moi, je vois, c'est très bien. Qui avait mis un t-shirt de Slayer. Slayer. Et du coup, Gary Holt a sorti un t-shirt Kill the Kardashian, qu'on a d'ailleurs mis dans l'exposition à la Philharmonie, qui était magnifique, et avec Kill the Kardashian. Parce qu'il était pas très content qu'elle reprenne un t-shirt sans trop connaître la culture. Et vous avez ça maintenant, vous voyez des gens qui portent des t-shirts de Metallica et qui ne savent pas ce qu'ils portent. Hein. C'est absolument horrible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un truc de consommation comme un autre. Après, c'est plutôt ces gros groupes américains qui se popent partout. N'oublions pas qu'un t-shirt des années 90 en France, pour nous, c'est un truc de papy ou un truc de vieux. Mais si vous allez à Sunset Boulevard, vous le vendez 400 balles d'occasion. Un t-shirt des Guns de 87, moi c'est comme ça que je paye mon prochain voyage aux États-Unis. Hein. J'arrive à Los Angeles, je le pose à Sunset, ils vont me le racheter 500 balles et c'est bon. Il y a un vrai commerce du t-shirt d'occasion vintage. Sans être affilié à la communauté métal. Oui, non, c'est ça, n'importe qui l'achète, c'est à côté d'un Dior ou d'un Chanel, donc ça veut dire que là-bas ça se vend de la même façon. Oui, c'était une question un peu adressée aux chercheurs pour savoir ce qui se passe dans les coulisses. Je me demandais si vous regardiez un petit peu ce qui se passe du côté des festivals non métal, parce que le métal n'a pas le monopole de la RSO. Et j'étais en train de regarder là, un truc sur le festival d'Aix-en-Provence, on ne fait pas plus institutionnel, bourgeois, de festival de musique classique. Et ils ont depuis 2020 un engagement participatif. Et il y a une association apparemment qui s'appelle Collectif des festivals éco-responsables et solidaires. Et je me demandais si ça vaudrait la peine de tisser des liens avec ce genre de structure. Voilà. Non. Mais je suis candidate pour rejoindre le Hellfest Lab. Hein. Ouais, mais parce que... Pas au... Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites. Ouais, non, mais d'accord, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites sur les publics. Entre autres en France, j'ai quelques idées où on compare les publics du festival du reggae avec le festival électro, le festival de métal, et à chaque fois que je l'ai vu, à chaque fois les datas recoltées sont pas représentatives déjà d'une chose des festivals, et en plus ne sont pas comparables à nos événements. Peut-être que dans les pratiques RSO, il peut y avoir des choses à entreprendre, à percevoir ensemble. Moi, je serais plutôt à cibler sur un territoire restreint. C'est-à-dire que je pense qu'on a plus de choses à faire avec les festivals sur Angers, même tout public. Le Lévitation Festival, par exemple, qui est sur les bords du lac de Maine, où là, il y a un espace à préserver, où effectivement, le Hellfest qui travaille déjà avec Terre du Son à Tours, où là, on est pareil, on est sur un terrain à côté d'un château, donc il faut préserver le site. Là, on a un intérêt à travailler en local, ne serait-ce que dans les échanges. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Hellfest est quand même beaucoup sollicité par des festivals ou des lieux grand public. Il y a une mise en relation et surtout venez nous dire tiens, ce que vous faites, comment vous procédez, alors que c'est des festivals qui ne sont pas du tout issus de la scène métal. Donc c'est sûrement plus dans un partage, parce que oui, si on rentre purement dans un aspect recherche, les échantillonnages théoriques de plein de festivals de genres différents, rien que de taille, de genre, je pense que ce serait assez complexe à comparer. Et sans parler de genre, juste avoir les publics qui sont différents, en fait, ce serait extrêmement complexe. Je pense. On envoie des études sur les publics qui comparent tous les styles. Alors autant je préfère prendre des stats sur... Ouais.
Après, c'est toujours très compliqué, je pense, de comparer ce qui est effectué sur des festivals quand le territoire est très différent, qu'il n'y a pas le même soutien, et surtout de voir, le RSO, là c'est un peu le nerf de la guerre, je prends l'exemple du Hellfest, là on travaille sur la santé des musiciens, c'est arrivé cette année, parce qu'il y a une demande hyper forte de la DAMI. Ils sont venus chez nous. Ils sont venus nous demander de le faire, mais je pense que si on leur fait le petit festival de musique classique, la DAMI, ils vont pas s'intéresser. Il y a un super colloque à la Philharmonie sur last week-end sur la santé des musiciens. Ouais, c'est ça, qui a eu l'interdiction d'appeler la scène métal. Donc, c'est-à-dire que même la Philharmonie n'a plus rien à faire de la scène métal, on va travailler avec des classiqueux, c'est très bien. Juste un petit point là-dessus quand même, parce que puis je te passe la parole, Pierre, juste après. La question au départ, c'est, je crois, il y a des pratiques RSO un peu partout, d'accord ? Et sur le papier, on pourrait faire la liste et comparer. Ça ouvrirait aussi des possibilités de se demander quelle est la part du greenwashing et quelle est la part du truc sérieux. Et d'un autre côté, on serait peut-être surpris de voir que la question de la santé des musiciens se pose aussi pour des musiciens classiques. Mais elle se pose, ce que je veux dire. Le chef d'orchestre qui prétend que tant qu'il n'a pas fait pleurer son premier violon, il n'a pas tiré le meilleur de la personne, c'est du management, ça. Elle se pose aussi dans tous les... Mais ce qui va être intéressant, c'est par rapport à l'économie des musiques. C'est-à-dire que je prends l'électro, concrètement, vous faites déplacer un DJ en électro, déjà on voit les salaires, c'est complètement fou. Alors désolé, par contre j'ai les prix des groupes. Les conditions de déplacement, un DJ Snake qui prend un jet privé pour aller faire un concert avec ses 3 potes, alors qu'il y en a un sur scène, c'est pas ce qui va tuer. Quand vous parlez des scènes de métal, si on parle vraiment par exemple de ces groupes qui voyagent, là moi je peux vous donner les conditions de travail des groupes, c'est même pas des conditions de déplacement, ils sont même pas payés, donc les mecs quand ils ont une intermittence sont déjà heureux. Oui, mais tu compares ça, mais des DJ qui sont dans ce cas-là, il doit y en avoir aussi. Non, un DJ, même pour une petite soirée, t'arrives à négocier un 300 et quand t'es tout seul, c'est pas la même chose que 300 quand vous êtes 5. Dans le métal, t'as aussi des Metallica qui ont des conditions et des cachets. Mais les gros groupes, faut les expulser parce que les gros groupes ne vont pas être représentatifs. Oui, mais comme les gros DJ peut-être. Oui, mais l'économie est très différente. C'est-à-dire qu'on voit le pop, par exemple. Un exemple qui peut être très intéressant, c'était Sam Morey qui avait travaillé il y a quelques années sur les SMAC, les scènes de musique actuelle contemporaine qui sont quand même bien sponsorisées par les régions. Le métal représente 5%. Donc on est 20 points en dessous des autres, ce qui veut dire qu'il y a moins de place pour avoir des conditions d'être payé, ce qui veut dire qu'il y a une précarisation de la scène. Donc qui dit précarisation, les mécanismes, il faut économiser sur la tournée. Merci beaucoup pour votre intervention. Petite remarque introductive, je parle sous le contrôle d'Albert, mais c'est hyper intéressant, hyper stimulant de voir que la recherche en management couvre des sujets aussi divers et que quand c'est à la fois la rigueur de la recherche et un petit peu de passion aussi à côté, ça donne des résultats plutôt sympas et le périmètre est vraiment agréable. Une question sur les démarches RSO ou Hellfest. Dans la RSO, donc il y a toutes les parties prenantes. On a vu dans l'histoire du métal les engagements successifs qu'on a vus. Aujourd'hui, pratiquement, parmi les parties prenantes, quel est l'engagement des artistes sur la démarche ? Est-ce qu'ils sont encore extérieurs au dispositif ? Est-ce qu'il y a un vrai engagement ? Ou est-ce qu'ils sont spectateurs de la démarche RSO ? La réponse que j'aurais amenée de facto, c'est ta géométrie très variable. Très, très, très variable même. Alors c'est intéressant parce que sur le Hellfest, alors surtout avec la partie lab et le partenariat Savage Lens par exemple, on a Elung qui vient, on a Scald qui est français, il y a des groupes qui s'engagent. Mais oui, c'est de la géométrie. Enfin, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut vraiment aborder le fait qu'il y a des groupes qui se disent écolo, qui me balancent des flammes tous les soirs en concert ? Ça. Oui, mais tu vois, après, c'est des tensions parce que quand t'es au Hellfest, t'as une main stage habillée, tu peux pas avoir rien. T'es en train de dire, t'as Pink Floyd qui a un t-shirt noir et un jean et qui fait son truc et c'est incroyable. Le Hellfest a tenté l'année dernière de faire les groupes en tournée en priorité, c'est de ne pas choper des one-shots parce que le one-shot c'est le pire, c'est vous faites venir un jet ou deux avec les mecs. Metallica a fait sa petite annonce l'année dernière, on prend des camions français électriques. Ouais. Ça voyage pas jusqu'en Allemagne, faut s'arrêter à un milieu, je sais pas comment ils ont fait. Mais. Il y en a qui le font, mais on sait très bien aussi que les gros groupes ont tout intérêt à avoir une démarche un peu green, ça passera mieux. Les petits groupes, il y en a qui sont très engagés, mais on revient toujours sur cette question d'économie de la scène. Mais juste un exemple qui a émergé de la discussion hier avec le Hellfest. Par exemple, moi je travaille avec un instrumentiste pour la recherche, Asba Drums, qui fabrique des batteries qui sont toutes fabriquées made in France, en France, dans leur atelier. Il y a des facteurs d'orgue, et eux sont facteurs de batterie, c'est absolument passionnant. Et hier j'avais la discussion, le Hellfest va faire un truc sur la batterie, et je lui dis mais pourquoi faire venir un gars qui bosse avec telle marque, qui fabrique des batteries, je sais pas trop où dans le monde. Et c'est ce qui, tu vois, la question de l'attention pour les artistes est importante parce que, tu vois, Asba, ils me disent, en fait, t'as plein
d'artistes, genre on va prendre Chaka Pong, qui sont là, les valeurs, et il me dit sa batterie, elle est fabriquée à Taïwan, pourquoi il vient pas chez Je nous te en rappelle fait qu'ils sont enregistrés encore. On peut- C'est pas grave, j'ai aucun souci en plus, je n'adhère pas spécialement Non, à mais Chaka Pong. c'est le problème de vendre un tel t-shirt tous les soirs Non, quand mais vous êtes Chaka Pong. Ouais, mais le truc, c'est que du coup, en fait, hier, en discutant avec quelqu'un du Hellfest, il me dit, mais quand tu fais une tournée à l'étranger, que tu as une couille sur ta batterie, il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui soit sur place, parce qu'en fait, sinon, tu joues pas. Tu vois, tu parlais de Metallica, il disait qu'il avait une guitare en Allemagne, et que, parce que s'il a une couille sur sa guitare en tournée en Europe, il faut qu'il ait son machin. Et il me dit, imagine, tu as une couille sur ta batterie à l'autre bout du monde, il faut que l'entreprise puisse... Parce que les groupes aussi sont endorsés, donc ils sont obligés de jouer sur tel matériel. Je prends un exemple simple, une petite marque comme Solar, qui est pas très implantée comme guitare en France. Alors je pourrais en prendre d'autres, mais j'ai des groupes qui sont estampillés Solar au Brésil. Ils viennent en France, il faut qu'ils aient des Solar. Ils n'ont pas le choix. Sauf que faire venir la guitare de Brésil, c'est 800 €. Donc là, en ce moment, le groupe Kamala, le stock, il est chez moi. Et quand ils viennent du Brésil, ils viennent chez moi chercher les guitares sur la route. Parce qu'en fait, il y a aussi des questions d'endorsement. Les groupes ne peuvent pas jouer avec n'importe quelle guitare sur scène. Ça fait partie de l'économie. Donc tu vois, t'as des tensions entre... Oui, bien sûr. C'est économique. Donc t'as des tensions entre je suis endorsé, j'ai un contrat et je dois respecter ce contrat, versus j'ai des valeurs et des fois, j'ai un peu les fesses entre deux chaises. Pardon. Et on est bien d'accord que c'est pas les petites boîtes locales qui vont pouvoir endorser les gros groupes. Victoire. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je voulais revenir sur l'inclusion des personnes en handicap dans le festival. Avec d'autres étudiants ici, on travaille sur les personnes malentendantes et sourdes. Et on avait des questions renotées. Déjà, est-ce que vous avez déjà mis en place des solutions par rapport aux paroles? Parce qu'on a fait du coup des petites enquêtes. Et on s'est beaucoup remonté comme quoi les personnes avaient besoin de solutions pour mieux comprendre les paroles et que ce soit plus accessible pour eux. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses par rapport à ça? Alors moi, je parlais plutôt par expérience d'avoir travaillé sur d'autres festivals et surtout d'avoir observé d'autres festivals. Il y a des festivals qui ont fait, par exemple, Autrement dit, c'est un festival qui était fait pour les enfants et les adultes, entièrement traduit en langue des signes pendant 2 jours. Entre autres, audio description, gilet vibrant, espace de répit. On était adapté handicap à 200%. La directrice travaillait dans le social, tout le bureau on travaillait dans le social, donc on avait vraiment tout adapté. Économiquement, c'était 300 000 € de frais. Voilà, donc c'était très compliqué. On a perdu de l'argent, hein. On a tous perdu de l'argent, on a fait 15 soirées derrière pour rembourser. Au Hellfest, ils ont fait l'expérimentation, petit bras, de faire 2-3 titres traduits en langue des signes. C'est un peu petit bras. C'est compliqué. Après, il ne faut pas oublier que la langue des signes, il faut déjà recruter les personnes en langue des signes. Ça se fait sur un groupe de métal français qui chante en français, c'est facile. S'il faut commencer à traduire du brutal death et du grind, je me mets quand même au défi. Mais c'est hyper compliqué. Mais par exemple, le Fofora fait depuis des années des concerts traduits en langue des signes. C'est le groupe engagé dont je vous parlais depuis les années 90. Eux, ça leur pose aucun problème. Trio l'a fait. Quand je travaillais sur mon ancien festival, c'était mes parrains, ils ont fait tout le spectacle en langue des signes. C'est une volonté des groupes. Les groupes le font pas parce qu'ils peuvent pas d'un point de vue économique. Et les festivals, en fait, commencent à tâtonner, à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. On l'a vu l'année dernière, on l'a observé. Après, moi, en tant que chercheur, j'étais très déçu parce que 3 titres traduits en langue des signes sur des groupes de métal français, quand vous avez 300 groupes à l'affiche, on peut faire mieux. C'est bien d'expérimenter, mais voilà. Oui, je voulais juste continuer. Et qu'est-ce que vous pensez des gilets qui vibrent, etc. Enfin, est-ce que il y a eu des bons retours? Bon, ça marche. Est-ce que c'est... Vous pouvez les contrôler à distance, c'est-à-dire que vous pouvez les lier à la musique et ça émet des vibrations en fonction. Ça marche plutôt bien. Je vais faire un peu mon sagouin, mais en fait, c'est les mêmes depuis 5 ans. C'est les mêmes qu'on a depuis sur mes anciens festivals que j'avais. Donc c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de développement. Je pense qu'il y a encore du développement informatique, technique, numérique à faire. Mais c'est une bonne première étape. Mais en fait, c'est aussi très compliqué d'avancer sur ces solutions-là. Mais c'est déjà mieux que rien. Après, je crois que Cindy en parle quand même plutôt positivement et que ça a plutôt un... Voilà. En fait, je suis un peu méchant sur le handicap, on part de zéro. Enfin, on a 20 ans de retard, donc c'est toujours mieux que rien. Ouais. Mais il y a encore du boulot. C'est pas assez, mais c'est mieux que rien. Ils nous disaient souvent qu'ils se sentaient un peu mis à part dans les festivals et dans... Alors, par contre, dans les festivals de métal, ça va. Hein. Ok. Ouais. Je peux vous envoyer des photos. Je crois que la pochette du documentaire qu'on a fait, c'est une personne qui se fait porter avec son fauteuil sur 80 000 personnes. Chez nous, ça slame en fauteuil. Tout le monde s'en claque, on est habitué. Ok. Et l'espace PMR est bien. Après, le problème de l'espace PMR, mais vous aurez le même problème sur tous les festivals, ça c'est un souci d'implantation, c'est qu'il faut une zone.
Et la zone, vous pouvez pas la mettre en plein centre devant. Donc vous la mettez un peu plus loin, en arrière. Ça mériterait d'avoir encore des idées de... alors moi je suis désolé si j'avais les moyens de travailler sur ce genre de festival et qu'on pouvait débloquer des budgets, je vous dirais on met des petits écrans. Parce que vu que tous nos concerts sont captés, il faudrait mieux mettre des petits écrans quand on veut vraiment voir quelque chose, parce que vous êtes quand même relativement loin. L'autre problème de la zone PMR, c'est qu'elle est très très bien au Hellfest, c'est certainement l'une des meilleures d'Europe, sauf qu'on n'a pas prévu les changements climatiques qu'on a au Hell. Soit on a de la pluie et on voit rien, en même temps c'est pas très grave, c'était souvent sous Metallica, et vu que le concert était pas ouf, c'est pas... ou alors vous avez 44 degrés. Et la zone PMR en plein cagnard, sur des fauteuils à 44 degrés. Horrible. Personnellement, moi je laisserais pas une personne assise sans mouvement pendant 2 heures en plein soleil. Donc ça veut dire qu'il y a encore de... Mais ça on peut pas le prévoir, il y a 10 ans on avait 30 degrés au Hellfest, pas 40. Et quand vous dites qu'elle est super, votre zone de PMR, c'est quoi les choses qui font qu'elles sont... En fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y en a une devant toutes les scènes. Alors, je pense qu'il y a des scènes qui sont moins accessibles. Celles qui sont le plus loin de l'entrée du site, c'est les plus compliquées. Après, c'est les plus spécifiques. Mais la question, c'est est-ce qu'on a vraiment des demandes? Pour l'instant, dans les stats, il n'y a pas vraiment de demande pour celle-là. Bon, ce qui est quand même ressorti, elles sont grandes. Alors, ce qui est génial, c'est surtout, il y a un passage en dur qui a été créé pour y accéder. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une zone de champ un peu immonde. Et quand vous arrivez, vous avez une prise en charge publique, professionnelle prêt à vous aider, qui viennent du social. Et surtout, on a une rampe. On a une vraie rampe, parce qu'on a 20 mètres de dénivelé, mais on a une rampe pour monter. Donc c'est vraiment pas mal. On a un service de flotte. On a quand même 10 bénévoles sur la plateforme, sur la grande plateforme, tout le temps, et 5 sur les petites. C'est aussi que c'est important, parce qu'il y a des équipements, on peut stocker si on a besoin. Il y a des frigos, alors on a l'espace. Alors celui-là, il est loin. Celui-là, il n'est pas sur la plateforme. Il est à l'entrée. On a un espace aussi avec des frigos. On a un parking adapté qui est à 30 mètres de l'entrée, alors que l'autre parking, il est à 7 bornes. Donc il y a vraiment un ensemble de prise en compte du handicap de l'arrivée sur site jusqu'au départ. Honnêtement, le seul truc un peu compliqué encore aujourd'hui, je pense que c'est l'accès au camping. Oui. Parce que aller au camping, il faut avoir quelqu'un qui nous aide à aller au camping. Il y a un camping PMR PSH spécifique. Ouais, c'est de la merde. Si. Alors, tout le monde. Céline, sinon, je plus de café. Licia, Rina. Je veux plus de café quand même. Oui, une petite question en écho sur l'accessibilité. C'était en fait à contrario, est-ce qu'il y a aussi des groupes qui, par exemple, vont s'exprimer comme la poésie sourde et qui renverseraient finalement la question de la traduction pour tout le monde d'une certaine manière. Enfin, voilà, parce que il existe des festivals de poésie sourde, par exemple, ça existe. Mais l'inclusion totale, ce serait en gros, il y a des groupes qui s'expriment comme ça, puis voilà, puis c'est comme ça. Et donc, est-ce que ça existe? Pas que je sache. Non, moi non plus. Après, on a tellement de... Mais vraiment, moi j'insiste même sur le Hellfest. Enfin là, j'ai eu une des responsables du Hell la semaine dernière, et on disait, ouais, cette année, on a des artistes en situation de handicap. Et en fait, c'est marrant, parce qu'à chaque fois qu'on nous parle d'un artiste en situation de handicap, j'ai regardé, je vois l'affiche, je fais, ok, c'est Possessed. Ah ouais, comment tu le sais? Ah, je sais pas, le mec il est en fauteuil depuis 20 ans, donc je pense que c'est de lui que tu parles. Mais on le sait, mais par contre, on ne parle pas du handicap invisible encore. Moi, c'est là-dessus où j'ai vraiment un problème, c'est que même chez nos artistes, puis il y a de la maladie, la tournée. Le public vieillit, mais les artistes vieillissent. Les artistes sont pas jeunes, enfin je veux dire, là vous regardez les artistes qui jouent au Hellfest, il y en a pas, je pense qu'il y en a, je dirais, à vue de nez, 75% qui ont plus de 50 ans. Bon, mais c'est vrai, il n'y a plus de jeunes, sinon on fait du modern metal et on remplit pas. Wow. J'aime pas, mais ça marche. Ça remplit pas. Ça remplit pas, mais ça... Il y a un petit côté sketch qui est pas mal. Non mais ça c'est l'aspect interdisciplinaire, on n'est pas toujours d'accord et on n'écoute pas le même métal en plus. Ce que j'ai un peu compris, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de paradoxes dans la volonté au sein même de la communauté entre ceux qui veulent une ouverture, que ce soit sur la RSO, sur une économie ultra accessible, etc., ou même être plus subventionné, et d'autres qui veulent rester très intracommunautaires. Vous, à votre avis, en tant que chercheur, qu'est-ce qui va prédominer par la suite et c'est quoi le futur du métal? Est-ce que ça va rester très underground, quitta, ou alors est-ce que ça va continuer à se développer et s'ouvrir comme le Hellfest, qui est ultra accessible? C'est facile. Alors ça, je peux te répondre facilement. Tu auras toujours une part qui va vouloir sortir de l'ombre et qui va vouloir absolument être reconnue. C'est l'exemple de toute cette scène moderne metal qui arrive. Ça prend les codes du hip-hop, ça prend les codes de l'électro, ça nous fait des clips. Les mecs viennent sans ingé son, mais ils viennent avec 3 caméramans et photographes parce qu'ils veulent de l'image pour faire Instagram et TikTok. Donc là, t'as bien compris qu'on n'est plus pour choper du metalheads, on est là pour choper du tout venant. Je peux vous citer une quantité astronomique de groupes qui font ça. Mais de l'autre côté, c'est que ceux qui écoutent un peu les styles les plus obscurs, on va prendre le black, on va prendre le death, le gore. Déjà, on n'est pas les plus accessibles musicalement au départ. Donc déjà, on s'écume un peu les problèmes de « on a envie de venir chez vous ».
Après, clairement, c'est la scène qui voudra plus. Mais le Hellfest, au départ, rassemblait tout le monde. Aujourd'hui, on voit qu'elle se scinde. Si vous voulez voir un concert de black metal, vous allez au Tyrant Fest à Lille. Vous allez, je sais pas, faire un festival. Si vous voulez voir du heavy metal, vous allez en Allemagne. Il y a des super scènes alternatives. Et on le voit, c'est-à-dire que il y a une partie de la scène qui voudra pas être mélangée. Parce que à chaque fois qu'on a un mélange dans une culture, ce danger de réappropriation, c'est que tu risques de perdre ton identité. Si tout le monde commence à porter un t-shirt Hellfest, ça n'a plus de valeur. Désolé. Mais celui qui le t-shirt Hellfest qu'il attrape 2006, il aura 2 fois plus de valeur. Surtout le Hellfest qui reprend Mayhem. Alors, c'est comme s'il connaissait quelque chose au black metal. Désolé, ça c'est gratuit. Mais c'est hyper intéressant de se dire qu'il y a des genres qui vont vraiment résister. Le black metal résiste depuis le départ, va continuer. Il y a quand même un truc intéressant, c'est tout à l'heure, tu abordais l'aspect culturel. Alors, je sais pas ce que vous écoutez comme musique respectivement, mais il y a un mélange des genres qui existe ailleurs. C'est-à-dire que tu prends les MTV Awards de je ne sais pas quelle année, tu avais Limp Bizkit avec Christina Aguilera. Le mélange des genres existe plus facilement. Il y a eu les BO de Spawn, aux États-Unis, ils font que ça. Tu vois, il y a eu, je sais plus quel rappeur, parce que j'y connais pas grand-chose, mais avec Guns N' Roses, tu vois, qui ont fait pareil des MTV Awards il y a longtemps de ça. Enfin, tu vois, t'as un mélange des genres là-bas qui est possible. Ouais. Et si les artistes le font, les communautés qui écoutent ça le font peut-être un peu plus facilement. Alors, il y a aussi le côté français où ça résiste plus. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, Lorna Shore fait les Grammy Awards. Enfin, Lorna Shore, c'est quand même pas le plus abordable de notre scène, qui chante aux Grammy Awards devant que des fans de hip-hop et d'électro, et des mecs comprennent rien à ce qui vient de se passer, sans bouffer Will Ramos qui gueule comme un putois. C'est incompréhensible. Mais ça passe aux États-Unis. On a le Rock and Roll of Fame à Cleveland, on a le Hard Rock Café qui est une institution, on a le Grammy Museum. Vous allez en Norvège, vous avez Trondheim, il y a un musée qui s'appelle le Rockheim, et dedans vous avez une chapelle qui fait 4 mètres carrés, c'est une cabane dans les bois avec un fusil, 3 barbelés et des guitares des groupes de black. Vous allez au Danemark, vous avez à Roskilde un musée. En Islande, il y a tout un musée du punk, c'est des toilettes publiques qui font 8 mètres carrés qui ont été faites en musée du punk. Parce que Björk faisait du punk au départ avant de faire autre chose. Mais on voit qu'il y a des liens, c'est-à-dire que passer de Metallica à je sais pas quel bozo, ou passer à ABBA et revenir à je sais pas, n'importe ce que vous voulez, c'est possible dans certains pays. En France, ça n'existe pas. Le métal est vraiment scindé. Un peu comme le hip-hop qui a tenté de rentrer aux Victoires de la musique, on appelait ça musique urbaine, quoi. Un manque de respect total. On n'est pas à l'abri d'avoir la même chose, nous on a des foudres, donc on fait des cérémonies à part, ça passe au Bataclan, et c'est censé être représentatif de la scène métal française, et déjà ça ne représente pas la scène, ça représente la scène connue, reconnue, donc Landmarks, Gojira, Massisteria. On parle pas dedans des groupes bien underground qui existent, faut aller lire, je sais pas, Ritual, faut aller choper des Bémur Morty labels, donc il y aura toujours cette tension. Dès qu'on va être un peu réapproprié par la mass culture, il y a une partie de la scène qui va vouloir rester encore plus underground. Le black metal a créé un truc magnifique il y a quelques années, on appelle ça le raw black metal. C'est-à-dire le métal avec un son pourri, comme dans les années 80, et se dire « Ouais, mais comme ça, on est vraiment intègre et on est vraiment entre nous. » Effectivement, c'est inaudible. Donc, il y aura toujours une sorte de tension. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation d'abord. Et j'avais une petite question aussi sur l'inclusivité pour les personnes sourdes et malentendantes, que c'est le même groupe que Claire. Je voulais demander, est-ce que vous avez déjà essayé, comme personne entendante et tout, des gilets vibrants par exemple, et si oui, si ça marche bien, et surtout, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de creuser un peu, voir la technologie derrière et la proposer aussi à personne qui entend pour améliorer l'expérience musicale? Moi j'ai essayé. Ouais, toi t'as essayé, moi j'ai pas Moi, essayé. Mais maintenant j'ai envie, tu vois, la question me donne envie. Mais non, mais c'est vrai, faut savoir de quoi on parle finalement, clairement. Ouais, par contre, alors sur la fin de la question, tu sais maintenant, alors c'est dans un autre registre, hein, mais ils font, je crois que c'est un festival d'électro où chacun a son casque et est dans sa bulle en fait. Tu vois, tu sais, ils faisaient ça, je sais pas trop pourquoi. Et du coup, alors ça doit casser les. Tu payes, ça marche. Ouais, mais ça doit casser la dynamique collective, je suppose. Mais tu vois, il y a des festivals où on met alors entre guillemets, alors je vais pas dire de la contrainte, parce qu'il y en a qui voient pas ça comme une contrainte, mais dans leur consommation sans avoir de caractéristiques spécifiques. En fait, le gilet vibrant, c'est pas mal, parce que effectivement, on a une perception de ressentir, mais en fait, quand vous êtes sur ça dépend de quelle salle. Par exemple, ça marche très bien pour des petites salles qui sont un peu calmes, et vous avez vraiment des éléments de vibration qui passent. Si vous approchez à côté d'une main stage au Hellfest où vous avez déjà des baffles qui vous mettent 2 claques au petit-déj, le gilet vibrant, il n'est pas vraiment très utile si vous êtes dans les premiers rangs. Après, moi, je reste persuadé qu'on n'a pas fait évoluer les technologies, qu'il y a encore du boulot. Il y a vraiment du boulot, même aujourd'hui, le gilet vibrant à synchroniser. Aujourd'hui, avec des applications d'IA sur un téléphone, ça marche très bien. Il y a des gens qui sont en train de le faire au Danemark. Je pense que dans 2 ans, ils sont prêts. Ouais, j'imagine aussi, comme vous avez justement dit, qu'ils sont très chers. Peut-être que quelque chose, on prend
plus ou moins l'idée qui est derrière et proposer quelque chose de plus petit comme des bracelets vivants. Est-ce que ça peut être quelque chose que... Ouais, alors là, vous allez ouvrir une porte qui est très questionnante. Si c'est un tout petit truc individuel que les gens peuvent utiliser partout, est-ce que c'est le festival qui a payé ou est-ce que c'est les gens qui vont devoir l'acheter? Je sais pas, on va être sur la sécu dans quelques années, je suis pas persuadé. Je pense par exemple au bracelet qui s'illumine. Alors nous, on écoute du métal, hein. Les trucs qui font de la lumière, ça va pas passer. L'idée est pas mauvaise, ou alors faut que ça fasse de la lumière noire ou bleue pour la nuit. Mais... Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'avais une question par rapport à la gentrification, parce qu'il y a un peu un paradoxe, je trouve. Ça reste des pratiques qui sont subversives. Je pense notamment Howard Baker, il décrivait des carrières déviantes. Et si aujourd'hui c'est majoritairement des cadres et des ingénieurs qui dans la vie de leur vie quotidienne obéissent à des règles très conventionnelles. Pour moi, il y a un paradoxe là-dedans et je ne sais pas trop comment vous l'abordez. Et même de façon personnelle, comment dans sa vie privée, on peut avoir un patient qui est très subversif et en même temps obéir à plein de normes sociales dans la réalité. C'est pour un anthropologue, ça. Je sais pas si on est subversif. Moi, je vais être un peu critique. Alors, j'ai rien contre Baker, hein, bien au contraire. C'était intéressant dans son contexte socio-historique, mais je vous rappelle que pour Baker, fumer un joint, c'était déjà une conduite déviante. Hein. Il y a peut-être quelques-uns ici qui sont déjà bien déviants, du coup. Enfin, en tout cas, quand je vais cours à la fac de sociaux, il y en a beaucoup. Mais le rapport à la déviance, ça dépend du contexte social dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on est vraiment déviant en écoutant une musique représentée comme violente ? Parce que je suis désolé, je trouve pas ça plus violent d'écouter du métal que d'aller écouter un album de hip-hop qui est plutôt toléré, accepté dans une société moderne. Je trouve pas ça qu'on soit plus violent d'un point de vue esthétique que quand on va voir un spectacle de pop où clairement la position de la femme c'est clairement bout de viande. Bon, donc le rapport déjà à considérer qu'on est sur une forme de subversivité, de radicalité dans la musique, je suis pas spécialement d'accord. Franchement, écoutez Elung, franchement la radicalité faut la trouver, j'ai l'impression d'être chez les hippies. De ouf. Voilà. Ouais. Effectivement, il y a des zones plus violentes. Après, concrètement, vous êtes sur un public qui a vieilli, on est sur un public de cadres sup qui sont tous en emploi, qui ont tous la quarantaine, qui ont des gosses pour la grande plupart d'entre eux, hein, désolé, enfin, je sais pas, tout le monde n'est pas obligé, mais il y a beaucoup. On se normalise avec le temps. Et dans le métal, on le voit bien, les sous-genres, on n'est pas toujours obligé, enfin, on va pas faire une cérémonie au fin fond de la cave pour écouter du black metal encore aujourd'hui à 40 ans, il y en a de moins en moins. Par contre, vous allez avoir une diversité des styles et des sous-genres. On parle d'une communauté au Hellfest parce qu'on est une communauté qui est rassemblée dans un temps donné, mais c'est vrai qu'on en parle souvent, nous, c'était un autre gros truc de bataille entre les entrepôts et autres, c'est des communautés, c'est-à-dire que la communauté black metal c'est pas la même que la communauté death, la communauté hardcore c'est pas du tout la même. On parlait des pratiques ritualisées de danse, les pratiques ritualisées de danse, le hardcore c'est encore un peu violent, si on parle des concerts de kickback des années 2000, où le mec descendait avec la batte de baseball dans le public. C'était pas les plus intellectuels de la bande. Mais allez voir un concert d'Amon Amarth aujourd'hui où il y a des mecs qui font semblant de ramer comme dans une fête sudiste et on fait passer les gens au-dessus de notre tête. Je trouve qu'on est plus très subversif. Non, après, pour se séparer un peu de cette partie de la question où tu vois, je suis d'accord avec toi là, mais il y a quand même une réalité qui est qu'on a parfois on le voit hein, sur le Hellfest, on voit des gens qui sont là aussi pour lâcher prise parce que ils ont un boulot à responsabilité et qui viennent aussi et qui sont complètement en roue libre tout à fait pas déviante, hein, mais qui sont là pour s'amuser, pour poser les problèmes. Ils lâchent les gosses tout à un pendant 4 jours, ils sont contents, ils sont avec les copains, ils font la fête. Ouais, moi aussi. Écoute, ça arrive. Et tu vois, et t'es là et tu lâches ton quotidien, tu le fais. Et c'est intéressant quand même, tu vois, quand on se disait que un des partenaires du Hellfest, c'est NJ, et t'avais fait une remarque que j'avais trouvée très juste et qui s'est un petit peu retrouvée après. Pourquoi il y a personne qui passe au stand de NJ et t'a dit mais quand tu vas au Hellfest t'as pas envie d'aller voir ton fournisseur qui te rappelle que t'as des factures à payer? Bah ouais en fait. Non, mais oui, mais si il y a des personnes qui passaient au stand d'NJ qui est quand même un des plus gros partenaires. Et on se disait, enfin, tu vois, la question pourquoi ce stand est un peu vide, mais t'as raison, personne n'a envie d'aller voir son fournisseur d'accès. T'as le choix entre ça, le magasin de guitare et la vapote à côté. Voilà. T'as à choisir. Donc tu viens aussi pour lâcher un peu ton quotidien quand même, quoi. Ouais, puis bon, je pense qu'il y a un truc aussi avec le Hellfest, c'est qu'on est sur un public aussi qui est assez spécifique dans cet univers temps donné. Quand vous allez au Hellfest, vous avez vraiment, alors au-delà du lâcher prise, qui est pas inintéressant, c'est un public qui vient vivre des éléments un peu hors du temps. Et le Hellfest, ça fait 6 ans ou 7 ans seulement qu'on a une montre, enfin qu'il y avait une horloge. Avant, fallait se repérer au son les premières années. Moi, c'est un truc qui me faisait le plus éclater. Tu travailles le matin, il y a Zoulefix qui joue sur la grande scène, donc faut y aller. Il n'y avait pas d'horloge jusqu'en 2012.
Donc faut quand même imaginer que les mecs se repéraient qu'au son. C'est absolument magique. Surtout qu'il y a 150 groupes de métal, donc faut les connaître, quoi. Et je pense aussi que c'est ça qui a changé avec le Hellfest, c'est qu'en devenant plus gros, il a fallu s'armer, accueillir un nouveau public. Et d'ailleurs, nous on le voit sur la RSO, c'est aussi se préparer à accueillir un nouveau public. Faut qu'on leur explique que quand il y a des gens qui s'écartent ce matin, faut pas rester au milieu. Parce que les gens vont se sauter dessus. Et on est obligé de faire de la pédagogie avec le mec qui arrive le premier jour, qui sait pas ce qui se passe sur un festival. Il y a un mec qui crie apéro, on boit un coup, ils vont faire le tour du camping, t'inquiète pas, hein, ça va être depuis 2008. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire avec des nouveaux publics qui arrivent, parce qu'il faut accepter de cette mixité sur un festival comme Noël, qu'on n'aura pas besoin de faire sur d'autres festivals plus underground d'ailleurs. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est intéressant ce que vous dites sur la montre là, parce qu'il y a plein d'autres endroits dans la société où on se dit qu'on pourrait faire ça aussi. Vous voyez, par exemple, ils sont pas en l'air les étudiants en cours. Mais si, donc ça sert à rien la montre. En revanche, si ils entendent, tiens, Albert commence son cours, faut qu'on y aille. Peut-être ça pourrait marcher. Je blague, mais la question que j'ai derrière est la suivante. C'est 80 000 personnes par jour pendant 4 jours. C'est une ville moyenne sur 11 hectares. D'accord. Et avec à la fois du monde, pas mal de liberté de mouvement et de choix, et aussi une gouvernance, une organisation. Enfin, les mots de Fayol, ils sont là. On prévoit, on organise, on commande, on contrôle, on coordonne. Okay. Donc, la question que j'ai, c'est lié au petit B qui vient juste après. C'est de quelle façon vous pensez qu'une organisation comme ça, qui en plus se dote d'un lab, un lab RSO, mais plus largement un lab d'innovation, donc un genre de tiers-lieu qu'on va trouver dans des entreprises, qu'on va trouver dans des villes, qu'on ne s'attend pas nécessairement à trouver dans un festival, et pour lequel il faut quand même rappeler que c'est une entreprise, même si elle a ses particularités. Bon. Donc de quelle façon ça peut être inspirant, ça, socialement et aussi managérialement parlant? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait tester là, qui pourraient migrer ailleurs? Est-ce que ça anticipe des évolutions de la société qui seront nécessaires? Et le pendant, là je m'adresse aux chercheurs, le lien à fondamentalement ce que c'est que la recherche dans chacun de vos domaines. Si on dit management, c'est quelque chose comme science de l'ajustement et de l'intégration sous conditions toujours nouvelles. Et si on dit, je dis ça parce que je ne suis pas anthropologue, mais je suis en train de lire des trucs de David Graeber, et il a une anthropologie que je trouve, moi, intéressante, parce qu'il dit l'anthropologie, le but, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour ramener des idées innovantes chez nous. Et il me semble qu'il y a des ingrédients de ça aussi dans le Hellfest et dans la façon que tu as de le raconter. Il y aurait un petit C qui serait comment on fait la part entre un engagement militant, le côté recul du chercheur, niveau pas une critique, hein, on sait gérer l'engagement, et d'un autre côté aussi le fait qu'on défend une espèce de ligne de rigueur, de entre guillemets pureté du concept et de attention, on va pas se coquiner avec n'importe qui, et l'espèce de surveillance, mais là c'est une autre question. Donc je voulais juste vous entendre sur le côté comment est-ce que cet événement-là est un laboratoire de quelque chose, et pour la société et pour le management. Et comment vous voyez ça, vous? Ouais, moi, je pense que quand on voit les stats, l'évolution du public, ce qui s'y passe là-bas, je pense qu'on brasse quand même une grande variété de personnes. Et tu vois, comme Cindy l'explique dans la vidéo, en fait, l'objectif, c'est de tester, d'expérimenter des choses et après de les partager. Donc, je dis pas que c'est le seul endroit où on puisse avoir ces expérimentations, mais je pense que ça donne quand même une bonne idée. Tu vois, des choses qui sont faites là, ta question, elle me fait me dire, mais en fait, il y a des choses qui pourraient complètement être redéployées dans des entreprises, tu vois, dans des grosses entreprises, par exemple. Tu vois, rien que ce soit sur l'accueil d'une diversité de public, bah, aujourd'hui, une grosse entreprise qui doit avoir du public en situation de handicap, je suis pas convaincue que tout le monde soit déjà juste sensible à ça, tu vois. Et en fait, il y a des questions qui sont très sociétales. Hein. La RSO, c'est sociétal de toute façon. Et le Hellfest a la chance voilà, d'être suffisamment gros pour pouvoir tester des choses et puis pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Mais dans tout ce que fait le festival, moi, des fois, je fais des parallèles et je me dis, punaise, des entreprises qui ont une grosse masse de salariés, tu vois, et qui voudraient expérimenter des choses, ils pourraient très bien venir. Là, c'est une organisation qui vend du festival de musique, mais ça pourrait être une boîte qui vend je ne sais quoi, en fait. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, on est vraiment sur le début. C'est-à-dire qu'on a mis... moi, j'y suis depuis 20 ans avec eux. Je les ai vus grandir, je les ai vus mettre les bottes de foin pour qu'on puisse marcher dans un site, jusqu'à s'armer, à les observer, à les suivre. Le fait de vouloir se mettre en lab, c'est vraiment de penser, enfin, à se dire on a besoin vraiment de prévoir l'avenir. On a besoin aussi de s'entourer d'une équipe de chercheurs, parce qu'à un moment, c'est bien gentil d'avoir un anthropologue et un socio qui est là tout le temps, mais je leur dis, moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur d'autres disciplines. C'est vrai qu'on s'est bien trouvé pour bosser ensemble depuis 3 ans, mais
Là, par exemple, on ramène une kiné cette année, ça va être super utile, parce que là, il faut vraiment qu'on travaille sur le corps, et on n'est pas à l'abri de travailler sur d'autres sujets. Enfin, je pense qu'il va falloir qu'on y pense. Sur le handicap, ça commence à être bien, mais je pense qu'il faut pas... Enfin là, cette année, on se met... Alors, je dis pas qu'on se met en stand-by cette année sur le protocole de recherche, mais on va observer, voir comment ça s'améliore, mais on sait que c'est pas cette année qu'on va innover. Radical, hein, cette année. D'année en année, ça va être trop juste. Par contre, on sait que là, on a un énorme boulot à faire sur la santé des musiciens et sur les énergies. Parce que par exemple, l'année dernière, ils ont mis en place des structures pour recharger les bagnoles électriques, sauf que personne vient avec sa Tesla au Hellfest. Surtout pour la garer dans un champ. Ah ouais, on en avait 3 qui se battaient en duel, on les a cherchés, mais on a vraiment un boulot en fait de prospective et aussi essayer de penser un peu plus loin, parce que par expérience, par observation de différents festivals depuis 10 ans, et pour vraiment en faire beaucoup tous les ans, on stagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend ce qui existe, mais on n'a pas pensé l'étape de demain, et il n'y a pas beaucoup de réflexion, et ça va être long. Je veux dire, si on parle d'accès à la culture des personnes en situation de handicap, c'est 2005. Ça a plus de 20 ans, on est à la rue. Ouais. Moi, c'est vrai. Alors, autant il n'y a pas grand-chose sur lesquels je me bats, je suis prêt à pas faire que du métal, mais par contre, la loi 2005, pour moi, c'était quelque chose dans le social. Et les festoches, il y a 2-3 festoches qui ont réussi à le mettre en place, mais il y a du boulot. Ceux qu'on a suivis de l'Orangerie, par exemple, nous ont tous dit, la fête de l'humour et Rock en scène, on veut plus y foutre les pieds. C'est niveau accueil, c'est des pimpins, on se fait accueillir comme si on était des pimpins, on est maltraités, ils en ont rien à foutre, ils comprennent pas ce qu'on a besoin. Et il fait, au Hellfest, au moins, c'est formé. Et c'est vrai qu'il y a des formations pour nos bénévoles. C'est pas parfait, hein, je dis pas qu'on en a pas qui sont déconnants, mais il y a une formation. Et ils veulent plus faire certains festivals à cause de ça. C'est-à-dire qu'en plus de pas pouvoir toujours accéder à la culture, en plus ils en ont ras-le-bol d'en faire certains. Je prends l'exemple de la SMAC locale à côté de chez moi qui était dans la machine, qui faisait partie de la préparation des jeunes de l'Orangerie, enfin des personnes de l'Orangerie. Ils sont arrivés, bon, on a 6 personnes qui arrivent, polyhandicap, certains ont besoin de fauteuil, d'autres pas. Ils m'ont mis des tabourets haut de barre, au bout de 3 marches, dans une salle avec 800 personnes. Bon, bah on va faire quoi ? Et c'est une salle qui est payée par l'État. Enfin. Ce que tu décris là, il y a l'image de la société. En ce moment, on voit sur TikTok un nombre de personnes incroyables se faire refouler avec des chiens alors qu'ils ont une carte de handicap. Tu te fais refouler des magasins alors que tu es dans ton droit. Tu te fais refouler de partout alors que tu justifies et qu'ils leur disent en fait, c'est la loi, vous êtes obligés, t'as les vigiles qui les foutent dehors. Enfin, tu vois, c'est l'image de la société quand même. Hein. Aujourd'hui, je suis désolée, quand on a bossé là-dessus, le handicap, c'est quoi ? Waouh, on a mis une rampe pour accéder à la boulangerie, quoi. Non, mais tu vois. Il n'y a pas que ça, heureusement. Comparons les facs françaises avec les facs islandaises, on peut en droit. Ah oui. Merci. Toi, une question. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. C'est plus une remarque sur le sujet un peu de gentrification dont je venais aborder tout à l'heure et puis d'ouverture à différents publics aussi qu'on a pu aborder. Il y a un ouvrage de philosophie en fait de la musique qui s'appelle No Fear of the Dark de Rosa Rosa. Je ne sais pas si vous en... Ouais, c'est bien. Oui, on en a parlé hier soir, je sais pas si c'est du côté de la question. En fait, je suis super intéressée de savoir ce que vous en pensez. Moi, je ne l'ai pas lu jusqu'en entier personnellement. Ah non, je ne suis pas allé au bout non plus, hein, je te rassure. Il y a des limites. Je trouvais qu'il y a des éléments qui partaient un peu... qui sont intéressants sur plutôt des autres styles de la musique à différentes classes sociales, à différents niveaux, alors qu'il y a un véritablement masculin, effectivement, mais qui peut s'ouvrir. Non, alors je trouve que c'est un bel ouvrage qui est sorti au bon moment et qui a été édité en français pile au bon moment par un éditeur qui a tout à fait compris qu'il y avait une expo à la Philharmonie et les JO. Voilà. Et d'un point de vue méthodologie, les sources, ça va pas, quoi. Enfin, je suis désolé. Moi, j'ai lu les sources, j'ai fait... Alors, Dina Weinstein, qui est quand même la grande ponte américaine, qui n'est pas valable sur tout. Elle a une approche américaine de ce qu'était le métal. Elle est géniale, hein. Sur la scène métal américaine, Dina Weinstein, c'est clairement la meilleure. Qui a pondu en 91 un bouquin, mais Robert Walser qui a travaillé sur la musicologie, qui était super, et puis les datas, enfin la scène allemande. Il y a une expo qui était magnifique au moment où Rosa a sorti son bouquin, qui s'appelle Heavy Metal in ex-DDR, au musée de Inder Kulturbrauer, désolé je parle pas mal, qui était magnifique sur le métal en ex-DDR, donc on voit vraiment l'évolution de la scène allemande. J'ai un peu un problème avec les socio-anthropologues en ce moment, mais c'est pour ça que je change de discipline. C'est clairement cette... Alors, on a eu l'ISMMS à Séville, donc le congrès des recherches à la musique métal. Et vous avez un paquet astronomique de chercheurs qui travaillent sur le métal, qui font de ce qu'ils appellent aujourd'hui de l'auto-ethnobiographie. Donc, avec... alors ça, c'est moi qui ai composé de la musique quand j'avais 16 ans. Alors, ça, c'est moi quand j'étais adolescent, que j'écoutais du métal dans ma chambre. Et à un moment, ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en sort ? Qu'est-ce qu'on en sort de toi, ta vie, ta bataille, quand t'as 50 ans ? Est-ce que t'es vraiment représentatif de ta scène ? Parce qu'en fait, le problème du métal, c'est qu'on a quand même une diversité, comme je vous montre, des genres, des publics. Je
Je suis désolé, celui qui a écouté du trash en 85, il était peut-être un peu plus violent que celui qui écoutait du heavy, mais c'était un petit gentil à côté de celui qui écoutait du black metal du début des années 90 ou du Venom d'Angleterre, quoi. Donc en fait, je suis pas très persuadé de ce genre de truc. Après, d'un point de vue philo, je critique pas. D'un point de vue socio-anthropo, je suis un peu plus distant. Parce que j'avais l'impression que l'argument c'était que le métal était ouvert à des publics en fait de toutes les classes sociales, de beaucoup de régions, d'endroits, etc. Et du coup, ça allait un peu à l'envers de ce que vous disiez. Mais il a pas fait de stats, il n'y a pas de base de données. Alors pour être très simple, les bases de données statistiques sur le métal, on est allé à l'ISMMS, on a demandé à tous les collègues chercheurs qui en a. Et là on se regarde, on fait moi j'en ai une, j'ai 100 personnes dans mon enquête, moi j'en ai 200, et là je suis en train de regarder, Hellfest 20 000, Motocultor 3 000, Omega Sunfest on est une jauge de 1000, on est déjà à 350 réponses, Firemaster 200, et en fait on a déjà 8 festivals qui nous envoient de la data. C'est pas travaillé. Les seules façons. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu un moment où ça a vrillé avec les sciences sociales, je pense, dans les recherches sur les festivals. C'est maintenant, quand vous achetez un ticket de concert, généralement, WizEvent ou Ticketmaster récupère toutes vos infos, tranche d'âge, sexe, localisation, et ça leur suffit. Et en fait, les organisateurs se limitent à ça. De la même façon qu'un programmateur de festival aujourd'hui programme un groupe par rapport au nombre d'écoutes sur Spotify. Mais Spotify, ça ne fait pas la jauge en France. Ça fait la jauge internationale. Vous avez un logiciel qui est très bien pour accéder à savoir qui écoute de la musique en France, même n'importe quel style, c'est 200 € par mois. Donc en fait, personne ne l'achète. Et tout le monde se fie à une représentation, il y a du like sur YouTube ou sur Chop. Donc on est aussi limité dans les datas, je pense qu'il y a un vrai travail, c'est-à-dire que les datas sur le métal, il y en a très très peu. Et elles sont très très mal employées généralement. Merci beaucoup. Il est l'heure, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à notre vaillant et fidèle public. Prochaine séance du séminaire le 13 mai. On a un collègue à Dauphine, Nicolas Ballas, qui travaille sur les liens entre innovation technologique et mouvements sociaux. Ça va s'appeler « L'innovation est-elle politique ? Une histoire de lutte entre technologie bureaucratique et technologie poétique ». Vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir. Merci, à bientôt.